comme je disais en préambule, il suffira de vous connecter via un login et mot de passe, donc depuis n'importe quel tenant, que ce soit tablette, smartphone, PC, etc. Et vous arriverez donc directement à cet écran d'accueil que vous voyez sur l'écran en partage, qui est donc le tableau de bord qui va vous suivre sur l'usage que vous aurez à avoir de la solution. Donc, en prime abord, la première chose donc, qui va être à noter, c'est que vous avez ici en haut à gauche un premier bouton dit synchronisation. Donc, c'est ici que vous synchroniserez le matin ou plusieurs fois par semaine à votre rythme et à votre convenance la solution avec votre outil Cegid. En partant du principe que nous sommes le miroir de votre comptabilité Cegid, que nous allons donc réceptionner les informations que vous allez nous envoyer, mais que nous n'irons jamais, pour des respects de règles comptables, écrire dans votre comptabilité. Pour ceux et celles qui seraient éventuellement en multisociété, donc nous sommes sur une application qui est dite multisociété, vous pouvez naviguer d'une société à l'autre depuis n'importe quel écran donc, de notre solution via le petit bouton que vous voyez en gauche qui va vous permettre de naviguer d'une société A à une société B très simplement et intuitivement, ainsi que d'avoir, pour ceux que ce seraient concernés, une vue dite consolidée de toutes les sociétés où vous pourriez retrouver évidemment l'encours par société, la répartition de cet encours, des créances, ainsi qu'un détail de cet encours. Évidemment, chaque partie que vous voyez à l'écran est interactive et vous permet de retourner donc sur la société concernée. Donc, pour reprendre les trois thématiques qui nous concernent, donc visibilité, communication, collaboration. Vous avez perdu mon partage. Alors, on recommence le partage. Hop, est-ce que vous voyez à nouveau mon écran? Parfait. Donc, comme on le disait en préambule, donc la solution va être construite autour de trois axes principaux, visibilité, communication, collaboration. Donc, ce que l'on veut, comme on le disait tout à l'heure, c'est avoir une visibilité immédiate sur les clients qui nous doivent de l'argent et ce qui nous est dû. Donc, vous allez voir sur ce premier tableau de bord en haut à gauche, les montants qui sont dits en retard et à venir, répartis par montant et par échéance. Évidemment, ce que l'on veut aussi, c'est savoir qui nous doit quoi. Donc, vous avez sur ce tableau de bord ici une photographie des 10 clients qui vous doivent à l'instant T le plus d'argent. Si vous cliquez sur voir en détail, vous auriez accès à l'ensemble des clients qui vous doivent de l'argent. Chaque ligne que vous voyez en bleu sur ces tableaux de bord est interactive. Sous chacun des comptes clients, vous avez donc un scoring qui est matérialisé sous forme d'étoiles, partant du principe que plus on a d'étoiles, plus on est considéré comme un bon payeur et moins on a d'étoiles, moins on est considéré comme un bon payeur. Ce scoring va être fait sur les habitudes de paiement passées du client. Donc, par exemple, vous voyez que sur le client Clément, vous avez le chiffre 13 qui va correspondre aux 13 derniers paiements qu'ont effectué le client chez vous. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir cette notation. En face de chacun des comptes clients, vous avez la possibilité de flaguer un compte client via ce drapeau rouge, qui va vous permettre d'avoir un point de vigilance particulier sur ce compte et d'isoler, s'il y avait des actions particulières sur ce compte, les commentaires de ce compte sur cette échelle de temps que vous retrouverez à droite, qui agirait finalement en tant qu'un reminder ou un post-it géant. L'idée de la solution ClearNox, évidemment, ça va être de faire de la relance et de permettre d'optimiser le suivi des relances afin d'améliorer les délais de moyenne de paiement. On va pouvoir donc nous relancer principalement de deux manières. Des relances dites individuelles ou individualisées par client hors scénario de relance et de pouvoir relancer de manière scénarisée et dite massive par profil de compte client. Donc, dans un premier temps, moi, je vais vous présenter comment on organise une relance dite individualisée, ce qui va me permettre de vous montrer comment cela se construit et va me permettre également de vous montrer comment se structure une fiche client. Donc, je vais cliquer sur le compte Guyot Pasquier. J'arrive sur la fiche d'identité de mon compte client, qui va être donc sa fiche d'identité, qui va reprendre l'ergonomie finalement initiale de la solution. Donc, vous retrouvez ici immédiatement les sommes qui sont en retard à venir sur ce compte client, celles qui ont été payées sur les 90 derniers jours. En préambule, je vous ai expliqué que nous étions multisociétés. Donc, si jamais ce compte Guyot Pasquier était commun à plusieurs sociétés de votre groupe, vous verriez les montants du consolidé ou en retard ici dans cet encadré. Donc, nous retrouvons ici la fiche d'identité du compte client, donc qui va reprendre la signalétique standard d'un compte, donc son nom, adresse, mais également l'ensemble des contacts qui ont été récupérés de votre comptabilité Cegid. C'est à partir de ces éléments-là que nous allons pouvoir, nous, commencer à faire nos relances téléphoniques ou nos campagnes de relance par email. On va commencer à pouvoir agir et réagir déjà sur la globalité d'un compte client. Vous allez, par exemple, pouvoir vous dire que le compte client Guyot Pasquier, vous allez pouvoir le positionner, par exemple, comme étant en litige pour diverses raisons que vous auriez pu voir avec lui. Donc, vous voyez que ce compte va apparaître immédiatement comme étant en litige. Vous pouvez encore, à ce moment-là, le relancer.
Si vous souhaitez le stopper au niveau de vos relances, vous cliquez sur Stop et donc les actions de relance, qu'elles soient dites massives ou individualisées, seront stoppées sur ce compte client. Donc là, on a un premier niveau d'action qui est d'agir sur la globalité d'un compte client. Mais évidemment, ce que l'on veut, nous, avec la solution ClearNox, c'est pouvoir agir un peu plus finement. Donc ici, nous avons une situation de compte qui est récupérée donc de votre comptabilité Cegid. Et vous allez plus finement pouvoir commencer à agir et à réagir à la pièce. Donc aller par exemple sur une pièce, positionner pour diverses raisons cette pièce comme étant en litige, et y associer un commentaire. Une fois que cette information est enregistrée, donc, vous voyez sur notre situation de compte que cette pièce est positionnée comme étant en litige et que le stylet que vous aviez ici à droite a laissé place à une bulle de commentaires parce que vous avez associé un commentaire spécifique à cette échéance. Donc, ce commentaire vous servira à vous, évidemment, pour votre suivi, mais est également partageable à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise qui ont accès à la solution. Donc, vous voyez, on a un deuxième niveau d'action. Premier niveau d'action, on agit sur la globalité d'un compte client. Le deuxième niveau d'action, on agit plus finement à la pièce. L'idée donc de la solution, ça va être de pouvoir commencer à relancer hors scénario de relance. Donc, on va pouvoir relancer via les médias que vous connaissez, donc par email, par courrier, par téléphone ou autres médias, par exemple, qui pourraient être un rendez-vous physique sur site. Comment relancer ce client par email? Donc, je vais aller dire, je veux le relancer de manière individualisée sur une ou plusieurs pièces. Donc, vous allez aller sélectionner là où les pièces sur lesquelles vous souhaitez relancer votre client, le ou les interlocuteurs à qui, évidemment, vous souhaitez adresser cette relance, y associer pourquoi pas un contenu, et pourquoi pas choisir un fichier comme une facture initiale que vous voudriez envoyer en pièce jointe. Ceci est fait, vous envoyez votre email, la relance est effectuée. Vous pouvez évidemment renouveler cette action par courrier. Je précise que donc, nous avons passé des accords de partenariat avec DocaPost, qui est la filiale numérique de la Poste, et que vous allez pouvoir, à compter donc, du mois de mai, envoyer vos relances courrier de manière dématérialisée, que ce soit en courrier envoi simple ou en recommandé avec arrêt. Au niveau de relance par téléphone, de la même manière, vous allez cliquer sur téléphone, sur la date du jour et associer évidemment un commentaire à votre action téléphonique. Ici, nous avons un tableau d'activité toujours spécifique à nos comptes clients. Donc, ce tableau d'activité va être également une photographie à l'instant T des actions que nous sommes en train d'effectuer pour récupérer les sommes qui sont en cours de règlement. Donc, vous voyez par exemple que sur le compte Guyot-Pasquier, nous sommes sur un niveau de relance 3, que le prochain niveau de relance est le niveau 4, que nous avons établi sur ce compte client des étapes dites de prévenance, de relance, de remerciement, que je vais vous détailler dans quelques instants. On voit également ici qu'on a encore, sur ce tableau d'activité, la possibilité d'aller associer des commentaires pour nous-mêmes ou pour partager à nos différents collaborateurs que vous retrouverez dans votre tableau d'activité. Vous voyez également que sur ce tableau d'activité, ici, on a action 3 fois. Qu'est-ce que c'est? Là, ça va reprendre l'ensemble des actions que vous êtes en train d'effectuer à l'instant T pour récupérer vos créances. Vous cliquez sur 3 fois, vous allez voir l'ensemble des dernières relances qui ont été effectuées sur le compte client. Et si vous cliquez sur chacun des icônes, vous aurez le détail soit du courrier qui a été envoyé, soit de l'email qui a été envoyé à votre client. Nous avons déjà 60 modèles qui sont préexistants. Chacun de ces modèles est personnalisable au niveau du contenu et associable évidemment avec votre logo, charte graphique, etc. Au niveau de l'historique des activités, si vous cliquez dessus, vous aurez là, ici, l'ensemble des activités que vous avez effectuées sur ce client depuis qu'il est client chez vous pour récupérer vos créances. Et si vous cliquez sur historique des activités, vous pourriez voir par exemple que vous l'aviez relancé par email, que vous aviez envoyé cet email à telle date, qu'il a été envoyé et reçu par le client et ouvert par le client à tel horaire. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'idée évidemment de la solution ClearNox, hors ce scénario dit individualisé de relance, ça va être de pouvoir faire de la relance de masse pour que vous puissiez relancer facilement, rapidement, simplement, le matin ou peu importe quand vous le souhaitez, l'ensemble de vos clients. Puis que vous arriviez donc sur ce tableau de bord en vous connectant, qui est votre tableau d'action à effectuer dans la journée. Donc, une fois les scénarios construits, vous arrivez là-dessus et vous voyez le matin que vous avez 95 clients à relancer pour récupérer 220 000 €. Que c'est réparti par temps d'appels téléphoniques, X courrier, X email. Vous cliquez sur « Je relance » et vous avez votre liste d'actions du jour à effectuer. Répartie par média, répartie par profil de compte client. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, on va scénariser nos relances en fonction de nos profils de compte client. Ici, par exemple, j'ai des clients dits standards, export, grand compte. Mais vous pourriez avoir des dominations qui vous sont spécifiques. Je clique sur « Je relance niveau 1 » et j'arrive directement
à ma liste d'emails à envoyer à mes 50 clients. Une fois validé, je n'ai plus qu'à cliquer sur J'ai envoyé, pardon, et l'ensemble des relances sont envoyées en masse. Donc là, je vous laisse juste imaginer le bénéfice que pour ceux qui utilisent encore du pointage de fichiers Excel et le gain de temps que vous pourriez avoir. On peut Il y a avant une cliente de évidemment... Vermersch qui dit qu'elle voit rien. Pardon? Bon, je continue. Donc, au niveau de nos relances, on a encore, avant d'envoyer les relances niveau 1, la possibilité d'aller exclure un client de nos relances, par exemple. Mais on peut également dire, je vais envoyer une ou plusieurs pièces avant d'envoyer mes relances. Et tous ces scénarios, une fois construits, donc, nous permettent d'arriver à ce tableau de relance à effectuer le matin. Comment est-ce qu'on construit un scénario? Alors, très simplement, nous allons associer à un certain nombre de profils de compte client différentes étapes. Par exemple, sur ce scénario-là, je vais associer 7 étapes de relance. Une étape dite de prévenance, des étapes dites de relance traditionnelle, donc de relance niveau 1 à relance niveau 5, qu'on peut activer ou pas, et une étape dite de remerciement. L'étape de prévenance, qu'est-ce que c'est? Donc, ça a pour objectif d'anticiper un maximum de litiges. Donc, cet email va être envoyé X jours avant la date d'échéance pour informer un client, évidemment, qu'une facture va arriver à échéance. Cette étape-là va nous permettre d'avoir un minimum de temps pour que le client revienne vers nous. Finalement, il nous dise, vous me relancez sur une facture dont j'ai perdu la copie initiale, sur laquelle je ne suis pas d'accord sur les montants, les quantités, etc. Ça va nous permettre, nous, de reformuler, de repréciser les bons éléments pour que lors de la première relance, en fait, il n'y ait plus d'excuse de ne pas vous régler que la mauvaise foi du client. C'est vous qui allez déterminer à partir de quand vous souhaitez envoyer cette prévenance. C'est vous qui choisirez le média que vous souhaitez utiliser. Beaucoup de nos clients, jusqu'à présent, le faisaient par email avant le Covid. Depuis le Covid... À nouveau? Bon, d'accord. Hop, on y retourne. Je pense que peut-être ça a un temps de connexion limité, peut-être. Donc, bon, écoute. Ouais, donc au niveau de cet email de prévenance, vous pouvez également décider de l'envoyer par téléphone, par exemple, puisque comme je vous le disais, nous, on avait une majorité de nos clients qui ont envoyé cet email de prévenance par email justement avant le Covid, et depuis le Covid, font cette action dite par téléphone pour reprendre un peu contact avec les clients et décider avec eux des conditions qu'ils pourraient adapter. Après, nous rentrons donc dans des relances de niveau traditionnel que vous connaissez tous, relance 1, 2, 3, 4, 5, avec la possibilité d'activer ou pas certaines étapes. Chacune de ces relances donc, vont pouvoir être choisies par vos soins en termes de médias, donc email, voie postale, téléphone ou autre, et c'est vous qui déciderez évidemment de l'intervalle entre chaque niveau de relance. Et enfin, nous avons mis une étape dite de remerciement, puisqu'en général, on a souvent tendance à rouspéter après des comptables et des clients lorsqu'ils ne nous règlent pas en temps et en heure, mais rarement à les remercier quand ils font les choses comme on en avait convenu, ou en tout cas dans le bon timing, ou dans les bons termes. Donc cette étape de remerciement va correspondre à l'envoi, par exemple, d'un email de remerciement X jours après la date de paiement, pour instaurer toujours des bonnes pratiques avec vos clients et qui se rappellent que vous avez été super sympa avec lui et que lors des prochaines relances, il vous met de facto au-dessus de la pile dans cette installation finalement d'un cercle vertueux. Avec la solution ClearNox, donc on a vu qu'on allait pouvoir évidemment relancer différemment et scénariser nos relances par profil de compte client, de manière très simple pour configurer un profil de compte client. Vous allez rajouter ou créer un profil de compte client, l'ajouter par exemple à votre liste de profils de compte client et y associer un certain nombre d'étapes. De la même manière, nous relancerons nos clients peut-être différemment en fonction des natures de paiement qu'ont les clients vis-à-vis de nous. Donc, vous relancerez peut-être plus facilement des clients qui sont sur des modes de paiement dits traditionnels ou manuels, là où vous n'aurez peut-être pas d'action de relance sur des clients qui sont en mode de prélèvement automatique. Donc là, c'est vous, évidemment, qui déciderez sur quel type de paiement vous souhaitez agir. La solution ClearNox, évidemment, va vous permettre en standard d'avoir un certain nombre de rapports qui vont vous permettre de suivre l'ensemble de votre activité et de vos actions. Vous pourrez suivre vos actions, par exemple, sur des rapports liés aux litiges, aux prévisions d'encaissement, aux différentes échéances. Vous avez également ici un tableau de bord qui s'appelle le qui vous doit quoi, qui va être un tableau de bord qui va être ni plus ni moins qu'une balance âgée étendue, finalement, des clients qui vous doivent de l'argent à l'instant T, qui va vous permettre de faire du tri et du feed complémentaire par commercial, par niveau de relance, par profil de compte client, etc. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on veut également pouvoir avoir un outil collaboratif. Donc, vous avez vu qu'on a la possibilité déjà de renseigner de l'information sur certaines zones, mais ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir simplement pousser de l'information. Donc, pousser de l'information, par exemple, à nos commerciaux,
ou à nos responsables ou dirigeants. On a mis en place, nous, un email qui s'appelle le cash reporting. Alors, qu'est-ce que le cash reporting? C'est lorsque vous allez créer le compte, vous allez associer à vos différents utilisateurs la possibilité ou pas d'envoyer en automatique un email donc à vos populations. Cet email, celui-ci, c'est le cash reporting. Il va être envoyé en mode automatique à l'ensemble de vos populations, donc commerciales ou autres, et adapté évidemment en fonction de leur portefeuille client. Donc, vos commerciaux reçoivent par exemple tous les matins un état de ce que leur doivent leurs clients, avec les montants en retard et à venir, qui doit quoi, les clients qui sont en litige, par exemple, les actions qui sont en train d'être effectuées sur leur parc, et ici un journal d'erreur. Donc ce journal d'erreur va répertorier l'ensemble des emails qui ont été détectés comme invalides lors de nos relances. Donc ça va vous permettre, vous, d'aller les renseigner, les corriger après dans votre GESCOM ou dans votre compte Cegid, de manière à ce que lorsqu'il y a une prochaine synchronisation, les bons éléments soient envoyés. Chacun des éléments que vous voyez dans ce cash reporting en bleu est interactif. Donc, ça veut dire que vos commerciaux, lorsqu'ils cliquent sur Guillaume Pasquier, retournent sur la fiche d'identité du compte client, vont pouvoir voir les différents commentaires qui ont été mis par le comptable ou la chargée de recouvrement, et pourquoi pas y associer leurs propres commentaires. Au niveau de la solution, donc j'en ai quasiment fini pour la présentation. Je fais un petit aparté pour ceux qui ont aujourd'hui, au niveau de la trésorerie ou de la partie finance, besoin de piloter leur cash. Nous avons ici un tableau de bord qui s'appelle Objectif Cash, qui va permettre aux entreprises, pour assumer leurs charges, leurs dépenses, etc. mensuelles, de pouvoir se créer des objectifs de cash à rentrer tous les mois et à le monitorer. Donc, très simplement, vous allez pouvoir vous fixer des objectifs de cash mensuels, allez pouvoir voir où est-ce que vous en êtes au niveau des encaissements passés, à venir ou en retard, que vous voyez ici matérialisé sur cette graphique, et pourquoi pas réévaluer vos objectifs de cash en fonction des aléas que vous rencontrez ou de la vie de votre structure. Voilà, donc j'en ai fini moi pour la présentation de la solution. Juste un petit rappel. Aujourd'hui, nous sommes donc sur une solution qui va, comme je disais tout à l'heure, vous permettre évidemment d'avoir des gains, que ce soit financiers, trésorerie, en termes d'organisation du poste client. Je vais reprendre l'exemple d'une société qui fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Lorsqu'on n'est pas équipé d'une solution telle que celle qu'est ClearNox ou d'un compétiteur, peu importe, on constate qu'on va avoir un encours client qui va être à peu près de 10 à 15% de son chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que pour une entreprise qui fait 10 millions à peu près d'euros, vous aurez 1,5 million d'euros d'encours client échu, non échu. Avec donc la solution ClearNox, donc nous, on va vous permettre de diminuer à minima de 30% cet encours client, ce qui représente un gain financier dès la première année d'à peu près 450 000 euros. Mais ça peut être plus, comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction de l'usage que vous auriez de la solution. Et enfin, on va vous permettre, évidemment, d'organiser le poste client et libérer du temps finalement à vos différentes populations au niveau des postes de chargé de recouvrement, comptable, etc. Et cette économie de temps est estimée à l'équivalent d'un demi-salaire chargé mensuel à peu près. Voilà Vincent, donc moi j'en ai fini pour ma présentation. Alors désolé évidemment des quelques coupures a priori que nous avons pu avoir. Oui, mais dans l'ensemble, c'était parfait dans la présentation. Alors, on va passer à la partie au niveau questions. Donc, je vois déjà qu'il y a quelques questions qui sont arrivées. Alors, la première, donc n'hésitez pas à utiliser le chat justement pour poser vos questions. C'est plus simple que d'ouvrir des micros. Mais j'avais une première question. Donc, est-il possible de gérer le suivi des clients douteux ? Oui, tout à fait, avec le tableau de bord que je vous ai présenté tout à l'heure sur la partie litige. En fait, on va avoir la possibilité donc de mettre un client en litige à la pièce sur la globalité du compte. Et après, on a des rapports, en effet, qui nous permettent de suivre l'ensemble des clients qui sont en litige. Peut-être que le mieux, ce serait que je représente où. Ouais. Alors, je pense que ça peut être intéressant si tu peux peut-être le représenter, ce point-là. Tout à fait. Donc, on va avoir donc deux possibilités de positionner un client comme étant en litige. Donc, on va pouvoir positionner un client comme étant en litige sur l'ensemble du compte, ici. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir le dire, hop, ce client est en litige, oui ou non. Et quand vous enregistrez cette information, vous le voyez apparaître ici comme étant en litige. Mais vous allez également avoir la possibilité de suivre un client, donc comme on le disait tout à l'heure plus finement, à la pièce, et de positionner une pièce comme étant, par exemple, en litige, que vous allez voir ici.
Vous enregistrez cette information et donc vous voyez que la pièce est ici en litige. Après, au niveau du suivi, au niveau des différents rapports qui existent, nous avons ici un tableau de bord qui s'appelle litige, qui va donc nous permettre d'aller suivre l'ensemble des clients qui sont en litige. D'accord, super. D'accord? Okay. Ce que vous pouvez appeler client douteux, par exemple. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, une autre question, peut-on connaître le délai règlement fournisseur? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça va être dans la roadmap et on aura, nous, bientôt cette possibilité. Tout à fait. Alors après, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur des solutions SaaS, donc ils vont intégrer évidemment l'ensemble des mises à jour qui sont à venir. D'accord. Alors, petit rappel par rapport à ça, peut-être pour répondre à la question, mais dans Cegid, on a maintenant la possibilité, pour ceux qui sont dans les dernières versions, d'avoir ce qu'on appelle un étape préparatoire avec les délais moyens de paiement. Hein, ce qui permet justement de récupérer aussi cette information-là. Alors, peut-être pas tout de suite sur Clairnox, mais ça, je pense que comme tu l'as dit, ça va arriver dans une prochaine évolution. Mais déjà, dans Cegid, on peut sortir ce type de tableau et connaître le délai moyen de aussi bien encaissement que décaissement. J'ai une autre des relances par SMS? Pas disponible. Nous faisons pas disponibles, mais très simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes quand même, nous, principalement dédiés au B2B, que les relances SMS se font beaucoup sur toute la partie retail, et que nous avons privilégié donc les médias standards de l'entreprise. D'accord. Oui. J'ai pas d'autres questions, alors je sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions sur le produit? Est-ce que vous voulez revoir? On a un petit peu de temps, donc on peut en profiter. Alors, je laisse encore un petit peu de temps. Ou est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole et je peux ouvrir le micro? Ça, c'est possible aussi. Il faut simplement me faire un petit signe et je vous ouvre le micro. Il suffira d'un signe. Il fait beau pour l'instant. Hein. Je ne connais pas encore tes goûts en termes de chant, mais bon, on va garder le beau temps. Non, il n'y a pas de questions. C'est clair pour vous? Écoute, donc dans ce cas-là, moi, petite question. Alors, attendez. S'il y a une pièce jointe, oui, c'est-à-dire, est-elle reprise avec la relance? Elle peut. Donc, comme on le disait tout à l'heure, alors nous, par défaut, dans la solution Clearnote, nous ne stockons aucun document. Donc, on va pouvoir, nous, aller, par exemple, ici, lorsqu'on envoie un mail hors scénario de relance, donc individualisé, aller choisir ici, par exemple, une pièce jointe. Je choisis un fichier, je vais envoyer ma pièce jointe que je vais aller récupérer. Donc ça, c'est sur des relances dites individualisées. Après, si vous souhaitez vous envoyer avec vos niveaux de relance par exemple, une pièce jointe en masse, il faut que nous, on puisse aller la récupérer quelque part, évidemment. Donc, dans l'idée, ça peut être stocké sur une GED, par exemple, etc. Et dans ce cas-là, avec votre relance par email, il y a un lien URL qui sera envoyé. Alors, la petite question qui était arrivée juste après, c'est surtout si la pièce jointe est déjà dans l'écriture Cegid. En sachant que dans Cegid, on a la possibilité d'attacher la facture comptable. Alors là, je ne pense pas que toi, tu récupères les données de Cegid, mais tu ne vas pas récupérer tout ce qui est facture qui est rattachée à l'écriture. Non. Mais par contre, après, si la facture est stockée, comme tu dis, sur Cegid, nous, on peut aller pointer. Voilà. Elle est stockée de toute façon dans un répertoire. Il faudra pointer sur ce répertoire. Exactement. Par contre, il faut qu'on pointe toujours sur la même solution. On ne pourra pas aller à la fois récupérer de l'information sur Cegid et dans une GED, dans une GESCOM. C'est soit on va pointer sur Cegid, soit on va pointer sur une GED pour qu'après, les liens URL soient les mêmes finalement. D'accord. Ouais. Alors, une question qui est arrivée, mais je pense que tu y as répondu. Voilà. Est-ce que Clairnox comprend une GED? Non. Non. Voilà. Donc non, c'est pas un outil. Et puis c'est pas l'objectif de toutes les manières. Et c'est pas l'objectif, non. L'objectif, c'est d'avoir un encours le plus faible possible et récupérer le plus vite. C'est ça, et puis redonner un peu de sourire au comptable ou changer de recouvrement, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors sinon, s'il n'y a plus de questions, ou au pire, si ça vous revient après, vous inquiétez pas, après la deuxième présentation et les questions-réponses sur la deuxième prestation, on pourra laisser encore un petit peu de temps, si vous voulez, pour s'il y a des questions qui vous reviennent
qui vous reviennent. Frédéric, de toute façon, reste avec nous et nous quitte Avec pas, plaisir. donc il n'y a pas de souci. Et a priori, de toutes les manières, vous pouvez vous rapprocher donc de Vincent et qui reviendra vers moi de toutes les manières. Ouais, de Grégory moi-même. Et après, de toute façon, il y a vos chargés clientèle qui pourront aussi vous accompagner. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, et ben si c'est parfait, je vais donner maintenant la main à Rémi, qui va nous présenter donc la dématérialisation des factures. Est-ce que tu es là, du côté de Je, Valenciennes? je suis. Ah oui, côté d'une grande Du ville, côté je de suis là. Valenciennes. On est remonté, on était en Touraine, et là, on remonte dans le nord. Allez, Donc je te bonjour à laisse. tous. Merci Grégory. Donc bonjour à tous. Donc Rémi Carion, donc consultant, formateur et avant-vente, donc chez Akao Life, donc qui est alors pour présenter très rapidement la société. Donc on est éditeur de solutions spécialisées sur tout ce qui est workflow, donc dans une entreprise, et on a deux solutions. Principalement, dans un premier temps, on a Illico, donc qui va permettre toute numérisation de tout type de flux dans votre entreprise, donc que ce soit un flux informatique, un flux RH, qui est par exemple une demande de congé, donc nous on peut le numériser. Mais on a l'autre solution qui est Ifacto et que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, on va faire le focus sur cette solution aujourd'hui, qui est vraiment centrée du coup sur la facturation fournisseur. D'accord. Donc nous, notre métier avant tout, c'est de faire gagner du temps. Ce que vous allez voir sur Ifacto, l'objectif, c'est de gagner également du temps sur la saisie, le traitement d'une facture, mais aussi sur le suivi d'une facture. C'est-à-dire que vous allez connaître en temps réel en quelle étape de validation elle est, faire des relances, etc. sur les valideurs. Donc c'est surtout ça, enfin c'est surtout au niveau du suivi de la facture que vous allez gagner du temps et donc l'optimisation des flux par la mise en œuvre de processus dématérialisés. Ifacto, très rapidement, donc, permet d'automatiser, de dématérialiser l'ensemble des étapes de traitement comptable des factures fournisseurs. Donc, je précise, c'est vraiment les factures fournisseurs. Alors, l'ensemble des étapes, pourquoi? Parce que vous allez voir lors de la démonstration, je vais vraiment partir de la réception jusqu'à l'archivage, en passant bien évidemment par la génération de l'écriture dans Cegid et avec tout le circuit de validation associé à cette facture, donc tout ce qui est validation, pour finir jusqu'au point à payer. D'un point de vue schématique, voici comment ça se présente. Alors, Ifacto, à savoir, donc il y a deux possibilités pour Ifacto. Donc, ça peut être une solution SaaS ou une solution on-premise. Alors, on-premise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être une solution qui sera installée directement chez vous, donc sur votre serveur. Par contre, dans tous les cas, c'est une solution ce qu'on appelle full web. C'est-à-dire que pour y accéder, il faut juste un navigateur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes en télétravail, vu les circonstances qu'on connaît tous, il n'y a aucun souci pour accéder directement sur Ifacto depuis un VPN ou depuis un navigateur. D'accord? Sur Ifacto, on récupère l'ensemble de votre référentiel Cegid, c'est-à-dire que le référentiel d'Ifacto est le référentiel de Cegid. Pourquoi je dis ça? Parce que si demain, par exemple, vous créez un nouveau fournisseur dans votre Cegid comptabilité, moi, je vais le récupérer sur Ifacto. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de double saisie. D'accord? Donc ça, c'est très important à savoir. D'un point de vue schématique, d'un point de vue fonctionnant, donc voici comment ça se passe. Donc dans un premier temps, il y a la réception des factures. Vous voyez ici, la réception des factures, sachant que nous, on a trois possibilités, trois solutions pour réceptionner les factures fournisseurs. On a dans un premier temps l'ajout manuel, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez directement un PDF sur votre poste ou sur un serveur et vous l'ajoutez manuellement sur Ifacto, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Deuxième possibilité, vous avez un raccourci scan, c'est-à-dire que vous recevez sous format papier vos différentes factures fournisseurs, vous les scannez, donc soit en lot ou de manière unitaire, entre guillemets, vous mettez un raccourci scan sur la société d'Ifacto et automatiquement, dès que vous allez scanner la facture, ça va s'intégrer sur votre environnement Ifacto. Troisième solution qui est la plus utilisée par nos clients et qu'on conseille le plus à nos partenaires pour les utiliser, c'est la réception des factures fournisseurs via une adresse mail. C'est-à-dire que vous avez une adresse mail dédiée à la réception des factures fournisseurs. Dès lors que vous allez recevoir un PDF en pièce jointe sur cette adresse mail-là, elle va s'intégrer automatiquement sur Ifacto et sur la bonne société. D'accord? Si vous êtes en multi-société. Il y a d'autres possibilités, donc je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui toutes les possibilités, mais sachez qu'il peut y avoir un collecteur de factures automatique, c'est-à-dire que nous, on est capable de se connecter sur différents sites, dont notamment Orange, Free, SFR, etc. Vous avez un petit peu tous les sites où vous avez des espaces professionnels où ils déposent en fait les factures directement sur un espace professionnel. Donc nous, on est capable de se connecter directement sur ces sites pour récupérer automatiquement les factures. D'accord. Autre chose également, on peut mettre en place un portail fournisseur, c'est-à-dire que vous avez un portail fournisseur, c'est-à-dire que l'ensemble des fournisseurs se connectent à ce portail fournisseur, déposent manuellement des fichiers, donc par exemple des factures, et les factures sont intégralement, automatiquement intégrées sur Ifacto. Ok. Donc suite à la réception de cette facture,
vous allez avoir le traitement de la facture par le ou la comptable, d'accord? Donc vous allez voir, nous on travaille par un OCR qui est un moteur de reconnaissance de données, qui va permettre du coup la reconnaissance notamment du fournisseur, des comptes comptables, etc. Je vais vous expliquer juste après. Jusqu'à la génération de l'écriture comptable associée à la facture. Et vous voyez ici, donc pourquoi on précise ici écriture associée, enfin écriture comptable associée à la facture, c'est surtout pour vous montrer que même si la facture n'a pas encore été validée, c'est-à-dire que n'a pas encore eu son bon à payer, on peut tout de même l'intégrer dans Cegid. Et dans Cegid, vous aurez l'information directement que la facture n'a pas encore reçu le bon à payer. D'accord ? Suite à cela, en parallèle, la facture va suivre un certain circuit de validation que vous avez paramétré. Donc là, par exemple, moi, j'ai pris un exemple d'agence. Donc vous voyez, donc il y a des notions d'agence, de service, on va voir toutes les notions après, mais il peut y avoir une notion d'agence qui va permettre de définir à quel valideur j'envoie la facture. Si par exemple, c'est une facture qui appartient à l'agence de Lyon, elle va s'envoyer directement au valideur associé à l'agence de Lyon. Si c'est l'agence de Paris, associé directement au valideur de Paris. Et il peut y avoir différents niveaux de validation. Donc, par exemple, il peut y avoir un niveau de validation qui est responsable à l'agence, qui valide et qui l'envoie ensuite au directeur et qui lui met le bon à payer. Suite à la mise en place du bon à payer, il va y avoir une mise à jour de l'écriture dans Cegid. Donc, dans Cegid, vous aurez l'information que l'écriture, que la facture a eu le bon à payer. OK ? Concernant la démonstration, donc pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous. Donc là, directement, je suis connecté sur Ifacto. Donc tout à l'heure, pour rappel, je vous parlais que c'était une solution full web. Donc vous voyez, pour me connecter, je suis directement ici sur un navigateur Internet. Donc en l'occurrence, ici, Mozilla Firefox. Donc comment ça va se présenter? En fait, chaque utilisateur aura l'URL de connexion. Quand c'est par exemple du on-premise, comme moi, c'est mon cas, ce sera l'IP du serveur, en l'occurrence. Et chaque utilisateur aura un login et un mot de passe. Chaque utilisateur sera associé à des droits. Et tous les droits sont paramétrables. Donc si par exemple un valideur peut ne pas mettre en litige, un autre valideur peut mettre en litige, voilà, toutes les notions-là sont paramétrables au niveau des droits. Donc là, pour le bien de la démonstration, je suis connecté en tant qu'administrateur. Donc vous allez voir, je peux faire beaucoup de choses. Si vous dites, non, moi, mon valideur ne va pas pouvoir faire ça, voilà, sachez que tout sera conditionné par rapport à des droits. Donc ça se présente sous forme de bannette. Nous, on aime bien dire le mot bannette pour comparer un petit peu avec le physique, entre guillemets. Donc on a administration, donc toute la partie paramétrage, l'onglet comptabilité, validation, bon à payer, litige, document en traitement. Je vais y revenir juste après. Et vous voyez, sur chaque onglet, sur chaque bannette, il y a un compteur. Donc à tout moment, vous avez un compteur en temps réel du nombre de documents présents sur cet onglet ou bannette. Ici, donc là, je suis sur l'onglet comptabilité. L'onglet comptabilité, c'est l'onglet principal pour le ou la comptable, en tout cas pour les comptables, parce que c'est ici où on va atterrir les factures. C'est-à-dire que dès lors que je vais intégrer un document, ce document va apparaître dans l'onglet comptabilité. C'est-à-dire que je ne l'ai pas encore traité. D'accord? Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc vous voyez, je suis en compteur de 28. Donc là, je vais utiliser une des solutions, c'est-à-dire que je vais rajouter manuellement un PDF. D'accord, que j'ai sur ma VM directement. Donc je peux sélectionner ma société parce que je peux très bien être en multi-société sur Ifacto. Donc moi j'ai qu'une seule société ici qui est Bijoux, mais je peux très bien être en multi-société. Donc là je vais choisir un PDF de mon fournisseur bijouterie. Hop, je fais envoyer. Quand vous envoyez un document, comme j'ai dit, il y a un OCR qui est un moteur de reconnaissance de données qui va détecter, qui va lire l'ensemble des données du document. Pourquoi j'insiste sur l'ensemble des données du document? Parce que derrière, je vais pouvoir faire une recherche par rapport à des mots-clés, par rapport à du contenu sur une facture, que je vous montrerai après. Donc là, vous voyez, mon compteur est passé de 28 à 29. Donc vous voyez, ça dure quelques secondes, pas plus. Et ma facture de mon fournisseur bijouterie est apparue. Donc je ne l'ai pas encore traité, mais vous voyez que le fournisseur, le numéro de facture et les montants ici ont déjà été détectés. D'accord? Donc je vous expliquerai un petit peu après comment fonctionne la reconnaissance. Juste avant de traiter cette facture, deux petites choses à vous montrer. Vous voyez ici, il y a une ligne en rouge. Ça veut dire que j'ai intégré un document qui a été détecté en tant que avoir. Alors comment l'OCR fait concrètement? En fait, c'est dans le premier tiers, il y a le mot avoir, note de crédit ou credit note. Ce document est détecté en tant que avoir, de manière automatique, sans action manuelle de votre part. Donc ici, directement depuis l'onglet comptabilité, j'ai un visuel sur les documents qui ont été détectés en tant que avoir et ceux qui ont été détectés en tant que facture. Donc bien évidemment, quand c'est détecté en tant que avoir, automatiquement l'écriture va passer en crédit. Okay. Autre chose, ici, vous voyez, j'ai choix fournisseur. Ça veut dire que j'ai intégré un document, donc que ce soit une facture ou un avoir, dont le fournisseur n'a pas été reconnu. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit le fournisseur n'est pas créé dans Cegid, parce que vous avez compris que moi, je récupère toutes vos données de Cegid, que ce soit plan comptable, fournisseur, plan analytique, taux de TVA, etc. Donc là, ça veut dire qu'il n'a pas été reconnu. Donc potentiellement, soit le fournisseur n'est pas créé dans Cegid,
Donc forcément, s'il n'est pas créé dans Cegid, il n'est pas créé dans Ifacto, ou alors il est bien créé dans Cegid, mais je n'ai pas assez d'éléments qui permettent la reconnaissance de celui-ci. Donc ça peut être le numéro de TV intracommunautaire, le SIRET, le numéro de téléphone, ça peut être plusieurs choses, mais c'est surtout pour vous montrer que même si le fournisseur n'est pas reconnu, c'est pas pour autant que la facture est bloquée, elle est tout de même intégrée. Donc il faudra juste spécifier le bon fournisseur et enrichir sa fiche pour que les prochaines fois, il soit bien reconnu. Donc là, je vais par exemple traiter la facture de mon fournisseur bijouterie, qui est ici. Donc je vais ici, hop, traiter la facture. Tout de suite, on a mis en place une détection des doublons, parce qu'il se peut que le fournisseur vous envoie sous format papier et par mail la même facture fournisseur, la même facture. Donc nous, on a mis en place une détection des doublons qui se fait par rapport au numéro de facture en corrélation avec le fournisseur. D'accord. Donc moi, pour les biens de la démonstration, je peux forcer la saisie. Donc si je fais OK, je vais pouvoir saisir la facture, la traiter, mais vous pouvez interdire le traitement d'une facture qui a été détectée, bien évidemment, en tant que doublon. D'un point de vue affichage, voici comment ça se présente. Donc vous avez le PDF du document sur la gauche. Donc vu que c'est un PDF, à tout moment, vous pouvez le réimprimer, le réenregistrer, zoomer, etc. Et vous avez l'ensemble des éléments qui ont été donc là, ce sont des propositions par l'OCR. Donc l'ensemble des éléments qui ont été détectés par le moteur de reconnaissance. Donc ici, je retrouve mon compte fournisseur, donc mon compte bijouterie. Si jamais celui-ci n'est pas le bon, à tout moment, bien évidemment, je peux aller le modifier. Et j'ai plusieurs interactions avec Cegid de comptabilité. C'est la force d'Ifacto, vous allez voir. Ici, par exemple, j'ai un contrôle de l'IBAN, c'est-à-dire que je suis capable de contrôler l'IBAN qui était détecté sur ma facture et l'IBAN qui est renseigné dans Cegid. Ça peut être important. Alors, c'est pas bloquant, c'est juste une alerte, mais ça peut être intéressant si, par exemple, demain, le fournisseur change d'IBAN, au moins, vous avez l'information. Donc, c'est pas bloquant, c'est juste une information. Donc là, par exemple, il me dit que l'IBAN est non paramétré pour ce fournisseur, c'est-à-dire que dans Cegid, je n'ai pas renseigné d'IBAN. Il y a le pictogramme vert qui dit les deux IBAN correspondent, un pictogramme rouge qui dit que j'ai bien trouvé un IBAN sur la facture, mais il y a bien aussi un IBAN dans Cegid, mais attention, les deux ne correspondent pas. D'accord ? Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la reconnaissance, nous on distingue deux types de données. On distingue les données, ce qu'on appelle structurées, et les données non structurées. Une donnée structurée, c'est quoi? C'est par exemple une date. C'est-à-dire que de manière universelle, une date peut avoir peut-être 5 ou 6 structures différentes. C'est-à-dire que l'OCR est capable, dans un premier temps, de détecter l'ensemble des dates du document. Par contre, un numéro de facture, ce n'est pas une donnée structurée. C'est-à-dire que un numéro de facture, ça peut très bien être 59300, ça peut très bien être 75009, ça peut très bien être ici bar 01 ou ça peut très bien être FFA 00043. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la première fois que vous allez intégrer la facture d'un fournisseur, vous allez devoir renseigner alors soit manuellement le numéro de facture ou soit faire un copier-coller du numéro de facture directement ici pour que l'OCR, parce que l'OCR fonctionne par auto-apprentissage, parce qu'il va apprendre la structure du numéro de facture et du coup, les prochaines intégrations pour ce fournisseur, le numéro de facture sera automatiquement proposé. Voilà, pour vous expliquer un petit peu, techniquement, un petit peu comment fonctionne l'OCR, pour vous compreniez un petit peu. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que vu que je reconnais la structure et vu qu'il apprend la structure du numéro de facture, si demain votre fournisseur change de mise en page, alors chose qui est assez rare, je vous l'accorde, mais si demain, par exemple, je reçois une note facture de mon fournisseur bijouterie dont sa mise en page a été modifiée et que le numéro de facture apparaît cette fois en bas, ce n'est pas grave, il sera tout de même reconnu, il n'y aura pas de vidéocodage, par exemple, si je prends l'exemple des concurrents des solutions, il n'y aura pas de réapprentissage à faire, de refaire cela parce qu'il aura appris la structure. D'accord, donc c'est pas de la localisation, c'est un petit peu différent. Ensuite, je retrouve la notion de catégorie de service. Donc la catégorie document et le service me permettent de définir à quel circuit de validation appartient cette facture. Exemple concret, catégorie, ça peut être par exemple, je veux différencier le circuit de validation pour mes factures de frais généraux et mes factures un petit peu plus confidentielles. Dans le sens où mes factures de frais généraux, c'est le ou la comptable qui traite la facture, qui l'envoie au responsable, qui l'envoie au directeur, qui valide. Par contre, les factures un petit peu plus, par exemple d'immobilisation, un petit peu plus sensible, je choisis du coup la catégorie de document, par exemple facture d'immobilisation. C'est toujours le ou la comptable qui traite la facture, mais qui l'envoie directement au directeur. D'accord? Donc c'est ce qui va permettre de différencier le circuit de validation. Et ensuite, j'ai la notion de service. Donc c'est soit notion de service ou d'agence, comme on a vu tout à l'heure avec Lyon et Paris. Là, pour l'exemple, j'ai pris service commercial et marketing. Vous voyez, si je prends le service commercial, mon valideur, quand je vais la transmettre, sera Benoît. Par contre, si je prends marketing, vous voyez, ça va être Odile. Donc c'est ce qui va me permettre de conditionner, de définir à quel valideur j'envoie la facture. Et vous voyez, par défaut, en catégorie et service, il m'a proposé automatiquement facture, service commercial et mon valideur associé. Pareil,
auto-apprentissage, c'est-à-dire que la dernière fois que j'ai passé une facture avec mon fournisseur bijouterie, j'avais traité avec la catégorie document facture et le service commercial. Donc ça aussi, c'est auto-appris. Le but, c'est de minimiser les actions manuelles. Mais comme vous voyez, ce sont juste des propositions. À tout moment, je peux modifier, bien évidemment. Ici, je retrouve la notion de journal. Donc là, je retrouve la liste de mes différents journaux d'achat. Parce que moi, je récupère forcément que vos journaux d'achat. Par défaut, donc il faudra en mettre un, hein, celui que vous utilisez le plus, mais vous pouvez en sélectionner un autre pendant le traitement d'une facture. Ici, vous avez le champ référence. Donc le champ référence est un champ qui est libre de saisie par l'utilisateur, celui qui va faire le traitement de la facture. Donc là, je ne vais rien mettre, mais voilà, vous pouvez mettre quelque chose de manuellement. Il me semble que dans Cegid, il y a un champ référence, donc il sera repris. Ici, vous retrouvez le type de document. Donc, c'est soit facture, soit avar. Donc là, en l'occurrence, il n'a pas détecté le fait que ce document est un avar, donc il me propose le fait que c'est une facture. Donc, je suis d'accord avec lui. Et ici, j'ai la notion de mode de règlement. Donc, autre interaction avec Cegid, je peux paramétrer le fait que soit je reprends le mode de règlement qui est renseigné sur ma facture. Donc là, en l'occurrence, ça aurait été virement, hein, vu que j'ai un IBAN. Ou alors, je peux reprendre le mode de règlement qui est renseigné dans les conditions de paiement dans Cegid. D'accord. Donc, autre interaction avec Cegid, je peux reprendre le mode de règlement que j'ai renseigné sur ma fiche fournisseur directement. Donc, il y a les deux possibilités. Voilà, c'est juste un petit paramétrage à effectuer. Et ensuite, je retrouve la notion de date. Donc, je retrouve la date de facture et la date d'échéance. Donc ici, en date de facture, il va vous proposer parmi toutes les dates qu'il a détectées, la date la plus proche du jour, parce qu'en l'occurrence, vous recevez des factures qui sont régulièrement proches de la date de scan. Et date d'échéance, la date la plus éloignée. Alors, vous voyez, moi, ici, si je vais sur ma facture, en date d'échéance, j'ai le 1er mai 2021, alors qu'il me propose le 27 mars 2021. Pourtant, je vous ai dit que je reprends la date la plus éloignée. Oui, mais par contre, moi, j'ai repris comme paramétrage. Vous voyez ici, je peux calcul de la date d'échéance, c'est-à-dire que je vais calculer la date d'échéance par rapport aux conditions de paiement que j'ai renseignées dans ma fiche fournisseur dans Cegid. Donc moi, par exemple, j'ai spécifié dans Cegid le fait qu'il me payait à 15 jours. Donc il a juste fait 12 plus 15. D'accord? Mais si, par exemple, donc ça peut être un contrôle par rapport aux conditions de paiement que vous avez paramétrées dans Cegid et la date d'échéance qui est renseignée sur la facture. Et à tout moment, bien évidemment, je peux modifier, si je le souhaite, les dates. D'accord? Ici, je retrouve le libellé de ma facture. Donc là, finalement, ce sera le libellé de mon compte 401 qui sera intégré dans Cegid. Et le but, c'est d'automatiser le plus possible ce champ. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai paramétré le fait qu'il me reprenne le libellé de mon fournisseur plus le numéro de la facture. Vous pouvez très bien prendre, par exemple, la date de facture, le service, et après, vous pouvez également faire de la saisie manuelle. D'accord ? Ici, vous retrouvez la notion de compte collectif fournisseur. Donc, par défaut, il va prendre celui du fournisseur en question, mais vous pouvez à tout moment le modifier. Ici, je retrouve les montants. Donc là, en l'occurrence, il a détecté mon hors taxe, ma taxe et mon TTC. D'accord? Donc en fait, en TTC, par défaut, il va vous proposer le montant toujours le plus élevé qu'il a détecté sur la facture. Et vu que moi, j'ai récupéré votre référentiel, donc je connais vos taux de taxes, donc je sais que vous gérez du 5,5%, du 10%, du 20%. Et derrière, via des algorithmes, via tous les montants qu'il a détectés, il va me dire, je te propose 195, 39 et 234, parce que je sais que tu gères une TVA de 20%, et ces montants correspondent, via des calculs, via un algorithme, à une TVA de 20%. Si jamais les montants ne sont mal détectés pour X raisons, à tout moment, vous pouvez très bien les modifier. D'accord ? Ici, je vais faire l'imputation comptable. D'accord ? Donc j'ai plusieurs notions. J'ai la notion de modèle de saisie, c'est-à-dire que je peux appliquer un modèle de saisie. Donc, par exemple, je peux appliquer un modèle de saisie qui est multi-TVA. Donc vous voyez tout en bas, j'ai un modèle de saisie qui s'applique, c'est-à-dire que je peux créer un modèle de saisie avec des comptes de charges spécifiés, des comptes de taxes, etc. Comme ça, le but, c'est d'automatiser le plus possible la saisie. Sachant qu'un modèle de saisie, vous pouvez le lier par rapport à un fournisseur, par rapport à une catégorie de documents, par rapport à un service, par rapport à un mot-clé qui est présent sur une facture. Donc ça, c'est super intéressant. Ou alors, ici, vous voyez, par défaut, il me propose le compte 601020 et le compte de taxe associé. Alors, pourquoi il me propose ce compte-là? Parce que la dernière fois que j'ai passé une facture avec le fournisseur bijouterie, j'ai fait l'imputation comptable avec mon compte 601020 et mon compte de taxe associé. Pareil, auto-apprentissage, donc il va apprendre tout le schéma comptable que vous effectuez avec un fournisseur. Donc si sur un fournisseur, vous saisissez 2 comptes de charge et 2 comptes de TVA, à la prochaine intégration d'une facture de ce même fournisseur, vous allez avoir automatiquement les 2 comptes de charge et les 2 comptes de TVA qui seront associés, qui seront proposés. Si par exemple je ne suis pas d'accord avec lui, je peux très bien, si je le souhaite, modifier le compte. D'accord ?
Et donc là, je fais ajouter. Par exemple, je vais prendre que le compte 601 020 avec le compte de taxe associé. Et ici intervient la saisie analytique, donc si vous gérez l'analytique. Comment fonctionne l'analytique? Ici, vous voyez, donc là, j'ai la saisie manuelle à faire. C'est-à-dire que j'ai deux notions, hein. Je retrouve les différents plans analytiques de Cégide, parce que moi, je récupère également votre analytique. Je retrouve le montant ventilé, le montant restant. Et ici, je retrouve l'ensemble de vos sections analytiques. Donc là, je peux faire de la saisie manuelle ou je peux ce qu'on appelle faire l'application d'une grille. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me suis créé une grille de test. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, il m'auto-alimente deux sections analytiques directement avec 50% et 50%, avec direction commerciale et direction administrative, par exemple. L'intérêt de cette grille de saisie, moi, je l'ai appelée manuellement ici, j'ai choisi manuellement ma grille de saisie test, mais cette grille de saisie, un petit peu comme les modèles de saisie que je vous ai expliqué, eh bien, on peut la lier par rapport à un fournisseur, par rapport à un mot-clé, par rapport à un compte comptable, par rapport à une catégorie de documents, par rapport à plusieurs choses. Le but, c'est d'automatiser le plus possible l'analytique. Pareil, l'analytique va être mémorisée. C'est-à-dire que si vous saisissez sur un compte, par exemple, si je saisis sur le compte direction commerciale, ici, ma facture sur mon fournisseur bijouterie, la prochaine intégration d'une facture de mon fournisseur bijouterie va m'auto-proposer l'analytique direction commerciale. D'accord? Donc, pour vous montrer un petit peu la saisie manuelle, comment ça fonctionne, je saisis ma section analytique, donc par exemple direction marketing, et ici, soit je mets un montant, soit je mets un pourcentage, comme ici, je mets 20%, je fais plus, je choisis l'autre section, et vous voyez, je reprends aussi le paramétrage si votre plan analytique est obligatoire, et aussi si la ventilation à 100% est obligatoire. D'accord? Donc ça aussi, je le récupère, cette information. Donc là, je vais prendre cette autre section et je vais du coup cliquer sur la balance pour dire que tu me ventiles le reste et je fais enregistrer. Donc là, j'ai fini le traitement de la facture. Donc vous voyez, une fois que l'OCR a appris les données que j'ai effectuées sur chaque fournisseur, vous voyez, la saisie va assez rapidement. Donc là, je vous ai expliqué, donc forcément, ça a été un petit peu long, mais voilà, j'ai juste en fait renseigné l'analytique parce que je ne l'ai pas automatisé, j'ai juste validé entre guillemets. Donc là, je vais la transmettre à mon valideur qui est Benoît. Donc je fais envoyer, ici, je fais OK. Donc la facture, vous avez compris, a disparu de mon onglet comptabilité. Je suis passé de 29 à 28 parce que ici, ce sont que les factures qui n'ont pas encore été traitées. D'accord? D'un point de vue comptable, le comptable ou la comptable peut toujours bien évidemment avoir un visuel de cette facture grâce à l'onglet qui est ici Documents en traitement. D'accord? Dans l'onglet Documents en traitement, je retrouve l'ensemble des factures qui sont soit en cours de validation, qui sont soit en cours, toujours en cours de traitement, enfin qui n'ont pas encore été traitées dans l'onglet comptabilité. Et donc ici, je retrouve ma facture ici de bijouterie et je vois qu'elle est en attente de validation par Benoît. Moi, ce que je peux faire, je peux, si je le souhaite, envoyer un mail de relance manuellement. Donc ça va envoyer directement un mail à Benoît, parce que sur chaque utilisateur, je vais devoir renseigner l'adresse mail. Donc je vais pouvoir lui envoyer un mail de relance. Ou bien évidemment, je peux toujours avoir un visuel du PDF de la facture, donc toujours le visuel de celle-ci, et tout le récapitulatif de ce que j'ai saisi auparavant. Donc, par exemple, le service, la date du document, le libellé, le numéro de facture, le mode de règlement, etc. Et je retrouve également le numéro de pièce comptable. Donc là, je ne l'ai pas encore intégré dans Cégide comptabilité. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Mais dès lors qu'une facture va être intégrée dans Cégide de compta, moi, je vais pouvoir récupérer le numéro de pièce comptable et l'afficher directement sur Facto. D'accord? Donc vous pourrez avoir cette information directement à partir d'ici. Et je retrouve donc l'écriture comptable associée que j'ai saisie auparavant, avec l'analytique que j'ai saisie ici, avec mes deux sections analytiques. Je peux, si je le souhaite, rajouter la notion de commentaire, la notion de pièce jointe, et je retrouve surtout ce qui est intéressant, toute la notion de traçabilité. Donc je vois quand est-ce que le document a été rentré, quand est-ce que le document a été enregistré en compta, et je vois qu'actuellement, effectivement, que cette facture elle est en attente de validation par Benoît. D'accord? Donc là, je vais, juste fermer cette facture. Concernant l'export dans Cégide, comment ça se passe? En fait, donc soit vous le faites de manière manuelle, ou soit on pourra l'automatiser. Donc de manière manuelle, vous pourrez aller à tout moment dans Administration, Exporter. D'accord? Donc dans Administration, Exporter, je retrouve toutes les factures que j'ai à intégrer directement dans Cégide. Donc soit je peux, tout cocher, les intégrer. Comment ça fonctionne? En fait, ça va générer un fichier TRA. D'accord? Et ensuite, Extrémité va faire un automatisme pour du coup importer automatiquement le fichier TRA dans votre comptabilité Cégide. D'accord? Donc nous aussi, on peut gérer aussi des planifications pour générer automatiquement le fichier TRA. Donc le fichier TRA sera généré bien évidemment sur un dossier qui est sur votre serveur, par exemple.
Ou alors, je peux très bien faire écriture par écriture. Donc, si je vais sur la dernière page, ici, je retrouve ma facture de mon fournisseur bijouterie. Donc, j'ai juste à cocher ici. Je fais exporter, je fais OK. Et donc là, ça va générer du coup un fichier TRA. D'accord? En parallèle, donc moi, je l'ai intégré dans Cegid. Alors là, je ne peux pas vous montrer Cegid parce que je n'ai pas de VM sur Cegid. Limite, on vous montrera limite pour un autre rendez-vous si vous le voulez. Mais en parallèle, donc moi, j'ai envoyé la facture à mon valideur Benoît. Bien évidemment, le valideur peut recevoir un mail de notification à chaque réception d'une facture à valider. Alors, chose qui peut être assez lourde. Donc, du coup, on a mis en place un système de notification, donc soit hebdomadaire ou une fois par mois ou peu importe. C'est-à-dire que par exemple, une fois par semaine, il va recevoir de manière automatique un mail un petit peu récapitulatif des factures qu'il a à valider, qui sont en cours de traitement, etc. D'accord? Donc là, je vais me connecter en tant que Benoît. Donc moi, j'utilise un système de délégation. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir me connecter en tant que Benoît. Vous, l'intérêt pour client, qu'est-ce que c'est? C'est que si un valideur part en congé, par exemple, tout le mois d'avril, pour éviter que les factures soient bloquées dans le processus de validation, une autre personne, un autre valideur peut se créer une délégation. Donc s'il a les droits ou l'administrateur lui crée une délégation sur son profil, comme ça, il pourra valider à sa place. Et au niveau de la traçabilité, sachez que la délégation est tracée, bien évidemment. D'accord? Donc là, vous voyez, le valideur a beaucoup moins d'onglets qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il n'a pas, par exemple, l'onglet comptabilité. Par contre, il a ici l'onglet validation. Dans l'onglet validation, il retrouve toutes les factures qu'il a à valider. Donc, soit il peut, et s'il a les droits, valider en masse, d'accord? Ou alors, il doit vraiment valider facture par facture. Donc, ce qu'il peut faire en traitement, par exemple, si je vais, du coup, traiter la même facture, la facture de mon fournisseur bijouterie, qui est ici, hop. Donc toujours le même interface, tous les utilisateurs auront exactement le même interface, c'est-à-dire le PDF de la facture sur la gauche et les éléments de celle-ci sur la droite. Donc lui, il va pouvoir retrouver toute la notion de récapitulatif de la facture, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, vous voyez, donc je retrouve le numéro de pièce comptable dans Cegid. Vous voyez, je suis capable de récupérer le numéro de pièce comptable parce que là, du coup, je l'ai intégré dans mon logiciel comptable. Je retrouve tout ce qu'on a vu auparavant, la notion d'écriture comptable, l'analytique. Alors, tout est une notion de droit, je reprécise, mais si vous voulez par exemple cacher l'analytique pour le valideur, vous le pouvez. D'accord? Voilà, je préfère le préciser. Et il peut lui aussi rajouter, s'il a les droits, un commentaire, une pièce jointe, la notion de traçabilité également, et la notion de litige, si cette facture a eu un litige sur cette facture directement. D'un point de vue de traitement, ce qu'il peut faire, donc il peut mettre le bon à payer. Pourquoi il peut mettre le bon à payer? Parce que moi, je n'ai pas un deuxième niveau de validation. D'accord? Ça peut très bien, alors j'aurais pas ici bon à payer, mais j'aurais transmettre A, et par exemple, j'aurais le directeur. Parce qu'il peut y avoir, comme vous avez compris, plusieurs niveaux de validation. Moi, en l'occurrence, dans mon exemple, pour la démonstration, c'est le ou la comptable qui l'envoie à Benoît ou au deal, tout dépend du service. Et ensuite, le valideur peut mettre directement le bon à payer. D'accord? Autre fonctionnalité, il peut, toujours, s'il a les droits, il peut faire une modification de l'agence d'origine. Donc vous voyez, par exemple, Benoît appartient à l'agence commerciale, donc c'est lui qui a reçu la facture. Mais si par exemple, le ou la comptable s'est trompé par exemple d'agence, mais c'est plus, ou de service, c'est plus au service marketing, dans ces cas-là, le valideur pourra l'envoyer directement au service marketing et à Odile. Et tout est tracé, c'est-à-dire qu'on verra dans un premier temps qu'elle a été envoyée à Benoît, mais que lui l'a redirigée vers Odile. Ça évite que je renvoie la facture au comptable et qu'il la renvoie au deal. Donc lui, il peut directement faire cette modification directement. J'ai une autre possibilité qui est le fait de pouvoir modifier le valideur, d'envoyer la facture à un même valideur du même service. Parce que je peux avoir par exemple deux valideurs, par exemple Benoît et Grégory sur le service commercial, d'accord, du même niveau, c'est-à-dire de niveau 1. Moi, je l'ai envoyé à Benoît. Je dis, non, bijouterie, c'est plus mon collègue qui s'en est occupé ce mois-ci. Je vais l'envoyer à Grégory, par exemple. Donc moi, en l'occurrence, il n'y a que Benoît qui est affecté à mon service commercial. Donc j'ai un petit message d'erreur. Il me dit qu'il n'y a aucun valideur disponible à cette étape. Je peux poser une question à chaque utilisateur. Donc le but, c'est d'optimiser aussi l'ensemble des échanges sur l'ensemble du traitement de la facture. Et je vais pouvoir, quand je vais poser une question, notifier la personne par mail. D'accord? Donc si par exemple je dis, je ne sais pas, je vais dire, est-ce que je peux, puis-je valider la facture, par exemple? Bon, c'est un exemple, vous avez compris que si c'est le valideur qui demande ça au comptable, c'est un peu dommage. Mais par exemple, je vais demander, puis-je valider la facture? Je vais poser la question, par exemple,
je vais par exemple la poser à tac tac tac, je vais la poser à Jean Comptable. Voilà, donc je peux le notifier par mail pour cette question, d'accord? Je vais faire ici envoyer. L'intérêt, c'est que lui, il peut recevoir, du coup, comme je vous ai dit, une notification par mail comme quoi il a une question destinée sur cette facture. Et vous voyez ici, il y a un petit pictogramme qui s'est rajouté. Et si je clique, enfin, si je mets ma souris, vous voyez que j'ai une réponse en attente. D'accord? Donc, en parallèle, l'utilisateur peut recevoir une notification. Et si je me connecte en tant que Jean Comptable, hop, qui est ici, et si je vais dans Jean Comptable, vous voyez directement ici dans son dashboard, je vois que j'ai une question en attente de réponse. Et si je clique dessus, je retrouve effectivement la facture de mon fournisseur de bijouterie. Je vois effectivement qu'il y a un document avec un commentaire vous étant destiné. Donc je vais aller voir, je vais rentrer sur la facture pour aller voir le commentaire. Benoît n'est pas certain de valider la facture, donc il me demande aussi mon avis. Je vais lui dire oui, tu peux valider. Oui, tu peux valider. Je fais répondre. D'accord, donc là la facture disparaît, parce que moi je suis Jean Comptable, je ne traite pas la facture, il y avait juste un commentaire qui était associé à cette facture, donc je la voyais, mais là en l'occurrence je ne la vois plus. Et si je me reconnecte, hop, en tant que Benoît, tac, si je retourne sur mon onglet validation, vous voyez le petit pictogramme est passé en vert, ça veut dire que j'ai reçu la réponse donnée à ma question. Et si je veux voir un visuel dessus, je clique ici, hop. Et je vois effectivement que j'ai posé la question, donc je retrouve toute la notion de traçabilité, donc tout est horodaté, daté, donc puis-je valider la facture? Effectivement, Jean Comptable m'a répondu oui, je peux valider. Ok, donc je vais pouvoir la valider. Hop, je vais sur la facture, tac. Donc là, la notion de poser une question, donc on a vu le fonctionnement. Il y a également la notion de litige, c'est-à-dire qu'un valideur peut envoyer, alors ça peut être aussi le comptable, peut envoyer directement une facture en litige. Donc comment ça va se passer? Hop, si je fais test litige, pareil, je peux notifier une personne par mail. Si je l'envoie en litige, vous voyez la facture disparaît de l'onglet validation, mais elle apparaît ici dans l'onglet litige. Donc, comme on a vu, on peut notifier une personne comme quoi j'envoie cette facture en litige. D'accord? Donc, j'ai un onglet spécifique à l'ensemble des factures qui sont en litige. Et quand je vais traiter cette facture, hop, ici, donc je peux rajouter un commentaire. Et vous voyez, je peux la sortir du litige. Donc, si j'ai les droits, bien évidemment. Donc là, je vais la sortir du litige. Je vais mettre OK. Je valide. Donc, la facture, vous comprenez, disparaît de l'onglet litige, réatterrit dans l'onglet validation, parce que finalement, Benoît ne l'a toujours pas validé. Et vous voyez, j'ai un petit pictogramme qui s'est rajouté ici, un petit marteau. Comme ça, on voit directement du coup que cette facture a eu à un moment donné un litige. D'accord? Donc directement, je vois quelles factures ont eu des litiges ou non. Donc si je vais hop, retraiter cette facture, vous voyez ici maintenant, j'ai une notion de litige ici. Et je retrouve toute la traçabilité. Je vois que c'est Benoît qui l'a mis en litige le 16 avril 2021 à 10h37 et qu'elle a été résolue le 16 avril 2021 à 10h37 par Benoît pour cette raison-là. OK. D'accord? Autre possibilité, je peux mettre la facture en attente. Ça veut dire que j'ai fait des traitements sur cette facture. Par exemple, j'ai rajouté un commentaire, etc. Je la mets en attente, ça veut dire que j'enregistre le document. Je ne la valide pas encore. Je peux faire un retour à l'étape précédente. Donc là, en l'occurrence, le retour, donc l'étape précédente, c'était la caisse et l'étape comptable. Donc je fais un retour à l'étape comptable. Ou je peux marquer le document. Ça veut dire que le document est important. Je ne la valide pas encore, mais il ne faut pas que je l'oublie. Du coup, je vais le marquer, comme ça, il apparaîtra en gras dans mon onglet validation. D'accord? Et ici, donc, je fais bon à payer total. Et je fais envoyer. Donc là, j'ai envoyé le bon à payer. Donc là, ma facture a disparu de l'onglet validation, forcément parce que je l'ai validée. Et du coup, elle apparaît dans l'onglet BAP ici, parce que j'ai un champ spécifique à l'ensemble des factures qui ont reçu le bon à payer. Et je retrouve ici donc ma facture de mon fournisseur bijouterie. D'accord? Et si je retourne sur cette facture, il y a un tampon virtuel qui s'est apposé automatiquement sur la facture, sachant que ce tampon est un petit peu personnalisable. Je dis un petit peu parce que on peut rajouter quelques champs, mais on ne peut pas mettre un logo, on ne peut pas mettre une signature ou d'autres choses. Mais on peut par exemple mettre la date du BAP et le nom du valideur. D'accord? Comme ça, de manière un petit peu visuelle, je vois directement qui a mis le tampon du BAP. Et ici, au niveau de la traçabilité, hop, je vois effectivement que le bon à payer a été mis le 16 avril, et vous voyez la délégation est traitée, tracée. Parce que je l'ai validé en tant que Benoît, mais je suis délégué, je me suis connecté sur son compte.
D'accord? Et je retrouve toujours toute la notion de commentaire. Enfin, en tout cas, je retrouve en tout cas toute la traçabilité, tout le suivi, tous les commentaires, tous les pièces jointes qui ont été associés à chaque étape de cette facture. D'accord? Donc là, la facture a entre guillemets terminé son processus de validation. Donc moi, c'était un processus simple. Pour rappel, c'était un demandeur, c'était un comptable ou une comptable qui faisait le traitement de la facture, qui l'a envoyé à un valideur qui validait ou non la facture. Donc sachez qu'il peut y avoir plusieurs niveaux de validation. Il peut y avoir des niveaux de validation par rapport à un seuil de montant également. Je peux par exemple paramétrer le fait que si une facture est inférieure à 1000 euros, le comptable peut mettre le bon à payer. Si c'est supérieur à 1000 euros, je l'envoie au valideur. Et si c'est supérieur à 10 000 euros, j'ai encore un autre niveau de validation qui est par exemple le directeur. D'accord? Je peux avoir plusieurs notions, donc seuil de validation, agent, service, etc. Je vais retourner sur mon profil administrateur, juste pour vous montrer une dernière chose. Ici, j'ai la notion de recherche, juste ici. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux rechercher l'ensemble des documents qui ont été intégrés sur eFacto. L'intérêt de l'OCR, comme je vous le disais au début, vu que l'OCR lit l'ensemble des données de la facture, je peux lire par rapport du contenu. C'est-à-dire que je peux potentiellement rechercher par rapport à une référence, par rapport à une immatriculation, par rapport à un code projet, par rapport à un chantier, par rapport à plusieurs choses qui renseignent sur la facture. Je peux rechercher par rapport à un fournisseur, par rapport à des dates, par rapport au type de document, par rapport à des montants, etc. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que suite à ma recherche, si je fais une recherche par exemple par rapport à mon fournisseur bijouterie, je retrouve l'ensemble des factures de mon fournisseur bijouterie en relation avec mes droits. Si par exemple c'était Benoît qui avait fait la recherche, il n'aurait pas retrouvé bien évidemment les factures du service marketing d'Odile. D'accord? Ou alors vous paramétrez le fait qu'il puisse rechercher l'ensemble des factures. Et l'intérêt, c'est que suite à cette recherche, je peux faire une extraction Excel ou une extraction PDF. D'accord? Donc voilà pour le traitement entre guillemets d'une facture donc un petit peu classique, c'est-à-dire qui ne fait pas office de rapprochement, donc vraiment une facture entre guillemets de frais généraux. Donc j'ai vu une question très rapidement pour le rapprochement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors très rapidement, dans l'onglet comptabilité, donc on peut faire alors il y a plusieurs possibilités de rapprochement avec eFacto. On peut faire du rapprochement également documentaire. C'est-à-dire que sur eFacto, on peut par exemple créer une catégorie de documents qui est par exemple devis, bon de livraison, bon de réception. C'est-à-dire que vous avez un autre ERP qui génère des fichiers PDF, un autre ERP que Cegid, par exemple. Dans ces cas-là, vous intégrez les PDF directement sur eFacto. C'est-à-dire que vous intégrez par exemple les bons de livraison en PDF sur eFacto. D'accord? Vous les associez à la catégorie de documents, par exemple bon de livraison. Et quand vous allez recevoir la facture, vous allez pouvoir faire du rapprochement de la facture en PDF avec le bon de livraison en PDF. Donc c'est juste du rapprochement documentaire pour cette solution-là. Je précise, c'est juste un PDF associé à un PDF. Mais c'est possible. Autre possibilité, je peux faire du rapprochement par rapport à notre ERP, donc que ce soit Cegid ou un autre, peu importe. Donc si je prends par exemple, je vais prendre Bio, je crois que Bio j'ai des documents. Donc le rapprochement peut se faire soit par rapport à des bons de réception ou des bons de commande, c'est juste un paramétrage. Et en fait, c'est la catégorie de documents, ici, qui va me permettre de dire que cette facture fait office, par exemple, de rapprochement. Donc là, ici, je vais prendre, par exemple, facture GESCOM. Alors, j'espère juste que j'ai des documents par rapport à ce fournisseur, donc c'est bon. Donc ici, vous voyez, j'ai un onglet qui est rapprochement rafraîchir. Pas un onglet, mais un pavé qui est rapprochement. D'accord? Et là, je retrouve, donc moi, par exemple, j'ai fait par rapport à mes bons de commande, d'accord? Je retrouve tous les bons de commande que j'ai du coup, créé sur mon ERP, donc par exemple sur Cegid de gestion commerciale, à côté, en rapport avec ce fournisseur-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a bien évidemment un filtre des documents, donc là, en l'occurrence des bons de commande, par rapport à mon fournisseur bio. C'est-à-dire que je ne vais pas afficher les autres bons de commande d'un autre fournisseur. Par défaut, ici, vous voyez, il me propose l'ensemble des bons de commande de ce fournisseur. Pourquoi? Parce que sur ma facture, je n'ai aucun élément qui me permette de dire que cette facture fera office de rapprochement, en tout cas appartient au bon de commande, par exemple 121. Si par exemple sur ma facture, ici j'avais le champ BC 2020 01 21, automatiquement il m'aurait proposé que ce bon de commande là. D'accord? Donc autre avantage de l'OCR. Là en l'occurrence, il n'y a aucun élément qui permette de dire à quel bon de commande appartient cette facture. Donc il me propose du coup l'ensemble des documents à rapport avec mon fournisseur bio. Je peux afficher le détail des lignes,
en cliquant sur la petite flèche ici. Donc là, en l'occurrence, j'ai qu'une seule ligne hein, qui est mon article, etc. Et là, attention, hein, donc moi, sur Ifacto, je peux éventuellement modifier le prix unitaire, la quantité et rajouter une remise. Mais attention, c'est sous condition. Donc ça, ce sera étudié avec Grégory et à voir avec vous de ce que vous souhaitez, mais voir si c'est possible, nous, en tout cas, d'intégrer sur Cegid, par exemple, une facture, par exemple, avec la modification des prix et des quantités, par exemple, pour gérer les reliquats. Donc ça, c'est attention, c'est possible sur Ifacto, mais toujours sous condition. Donc il y aura une discussion avec Grégory, Vincent et vous, si vous souhaitez du rapprochement, sur ce qui sera possible de faire directement dans Cegid, parce que je ne suis pas un expert Cegid, je suis un expert Ifacto. Mais voilà, donc ce sera à en discuter si vous souhaitez du rapprochement. Mais en tout cas, sur Ifacto, ce qui est possible de faire, je peux modifier le prix unitaire, la quantité pour gérer les reliquats. Et du coup, moi, j'envoie le flag à l'ERP, le fait que j'ai reçu une facture rapprochée avec ce bon de commande-là. Comme ça, lui, l'ERP, a l'information que j'ai reçu une facture avec le rapprochement de ce bon de commande ou ce bon de réception. Et après, il faudra voir ce qui est possible directement dans Cegid. Et je peux, si je le souhaite, valider à la ligne ou valider l'entièreté du document ou valider plusieurs documents, parce qu'il se peut qu'une facture fait office de plusieurs bons de commande. Vous voyez ici, en dessous, j'ai ma saisie comptable. Pourquoi? Parce que hier, pour tout vous avouer, j'ai fait une démonstration avec une personne qui voulait faire du rapprochement plus de la saisie comptable, mais ça peut très bien dire, si vous dites, non, moi c'est mon ERP qui fait la comptabilisation de l'écriture, ce qui est très généralement le cas, dans 90% des cas c'est ça, dans ces cas-là, on désactivera la saisie comptable, c'est-à-dire que vous aurez que le rapprochement à faire, d'accord? Donc ça va créer la facture dans Cegid, et ensuite ce sera Cegid qui fera la comptabilisation de la facture. Ok? Donc voilà comment se passe le rapprochement, et ensuite c'est le processus classique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ensuite il y a un circuit de validation, donc toujours la même notion de transmettre, de bons à payer, etc. Voilà pour la démonstration. Je crois que c'est très clair. Je vais refaire un petit point sur le fichier TRA, parce que c'est vrai que Rémi, vous l'a parlé. Hein. Donc le fichier TRA, c'est le fichier que tout le monde connaît, normalisé Cegid, et vous utiliserez l'outil COMEXX ou échange de données comptables pour pouvoir l'intégrer. Donc ça n'a pas changé, c'est un peu comme les intégrations des écritures comptables provenant d'un autre logiciel de gestion commerciale ou provenant d'un autre logiciel de l'expert comptable, etc. Donc on utilisera le COMEXX, etc. Non, ça ne s'intègre pas directement. Alors, c'est un fichier TRA. Après, on peut mettre des automatismes. Alors, je réponds vite fait à cette question, mais après, on peut mettre des automatismes avec le COMEXX, des planificateurs, qui va scruter si un fichier est disponible tous les 5, 10, 15, 20 minutes ou toutes les heures, et l'intégrera de façon automatique. Ça existe déjà dans Cegid, de pouvoir justement planifier. On l'a déjà fait avec certains clients. Si ça te va, Rémi, il y a pas mal de questions. Oui. Je te laisse sur ClearNox parce que j'ai une ou deux questions pour ClearNox, mais ça on reviendra. Vas-y, pas de souci. Alors, la première question, est-il possible de prendre une photo du document et l'envoyer sur le logiciel? Alors, sachez ce qui est possible également, c'est pour les valideurs. Donc, il existe une application mobile pour les valideurs. Donc, si application mobile, forcément, vous pouvez prendre une photo du document et de l'intégrer en pièce jointe directement, donc à partir de votre téléphone. Après, je ne sais pas si c'était dans ce sens-là, mais après, vous pouvez prendre une photo, l'enregistrer en PDF et l'intégrer en pièce jointe sur directement le document. Ouais, de toute façon, c'est du PDF, c'est pas c'est pas de la photo, c'est pas du JPEG, c'est pas du PNG, etc. C'est ça. Mais en pièce jointe, je peux rajouter un fichier Excel, un fichier Word, un JPEG, voilà, plusieurs choses. D'accord, super. Deuxième question, si le fournisseur change la présentation de sa facture, la reconnaissance arrive à se refaire ou il faut refaire le paramétrage? Alors, c'est comme je vous disais, c'est l'intérêt de l'OCR. C'est pour ça, c'est aussi, c'est la différence. Alors, peut-être que vous connaissez d'autres solutions qui utilisent le vidéocodage, notamment. C'est la plus grande différence par rapport à l'OCR, c'est que l'OCR, lui, comme je vous ai expliqué, reconnaît la structure et non pas la localisation. Donc, c'est-à-dire que si le numéro de facture change et qu'il apparaît, comme je vous ai dit, sur le bas de la facture, celui-ci sera tout de même reconnu. Donc, il y aura un premier apprentissage à faire.
Mais vu que c'est la structure, bah, il n'y aura pas de réapprentissage si votre fournisseur change de mise en page. D'accord. Alors là, une question un peu générique, mais après, ça dépend des dossiers, tu vas me le confirmer, mais combien de temps ça prend pour faire le paramétrage de l'outil? Alors, sachez que de manière générale, en intervention, c'est 5 jours, quoi. 5 jours, c'est-à-dire qu'on fait une journée d'audit, on fait 2 journées de paramétrage et ensuite 1 ou 2 journées de formation. Après, tout dépend, comme a dit Grégory, Ouais. de la taille de vos sociétés, du nombre de Voilà. sociétés, du workflow, quoi. Ouais, et puis tout dépend si, comme la gestion du circuit de validation, c'est un module complémentaire, hein, si je me trompe. Alors, redis, pardon? Donc le circuit de validation, c'est un module complémentaire de mémoire. Ou je me Alors, trompe? alors non, le circuit de validation est compris dans D'accord, ok. eFacto, hein. Vous Ouais, l'avez donc c'est en directement. fonction, s'ils en ont besoin, on peut avoir plus ou moins de jours en fonction C'est ça, s'ils ont la gestion du circuit de validation. exactement. Euh, Autre question, si pour une facture, il y a plusieurs comptes comptables. Bah oui, Alors, dans une facture, s'il y a plusieurs types de produits et des comptes de classes différents. Alors, plusieurs choses, hein. Si une facture a plusieurs comptes comptables, alors je me permets de reprendre la main. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez, donc là par exemple c'est une facture d'Orange, bah, si par exemple il y a plusieurs comptes de charge, bah, je peux appliquer, comme on a vu tout à l'heure, un modèle de saisie, bah, du coup avec, alors je ne sais pas si on voit très bien en bas à gauche de mon écran, plusieurs comptes de Ouais, charge. ouais. Vous voyez, j'ai 2 comptes de charge. Comme j'ai dit, l'intérêt du modèle de saisie, pardon, c'est que vous puissiez le lier par rapport à un fournisseur, par rapport à un mot-clé, par rapport à plusieurs choses. L'intérêt, c'est que la première fois, ce modèle de saisie sera présenté, mais c'est pareil, sachez que nous, on mémorise l'ensemble du schéma comptable que vous avez effectué sur la facture. Si par exemple, je n'applique pas de modèle de saisie, je le fais manuellement, d'accord? Je fais par exemple ici 601 020, je vais mettre par exemple un montant de 10 euros, donc il me met 2 euros, d'accord? Je fais ajouter. Tac, je mets ma saisie analytique. Donc sur mon montant de 10 euros, je vais prendre par exemple la direction marketing, je fais enregistrer. Et vous voyez, ici, par défaut, il me dit qu'il reste 45,67 en débit, parce que j'avais 55 moins 10 euros, donc 45,67. Voilà. Donc ici, je sélectionne mon deuxième compte de charge, donc par exemple le compte 601,010, d'accord? Je fais ajouter, hop, j'ai encore ma saisie analytique sur mon nouveau compte de charge, je fais enregistrer, et tout en bas, hop, je retrouve du coup mes 2 comptes de charge, et ces 2 comptes de charge seront mémorisés pour une prochaine intégration de mon fournisseur Orange, tout simplement. Parfait. Autre question, c'est un petit peu une particularité dans Cegid. Peut-on gérer la gestion des établissements? Oui, tout à fait. Alors en fait ici vous aurez un champ supplémentaire, donc moi je ne l'ai pas, mais vous aurez le champ ici, directement établissement. Et donc Directement. affecter l'écriture à l'établissement qu'on C'est ça, récupère dans Cegid. exactement. Ouais, parfait. Alors l'analytique peut-il être automatisé sans avoir à saisir tous les taux manuellement? Oui, alors c'est-à-dire que, alors je vais également vous montrer, pardon. En fait, je peux créer ce qu'on appelle comme on a vu, des modèles de saisie, donc qui sont propres à eFacto. Et en fait, sur chaque modèle de saisie, je peux également automatiser l'analytique, d'accord, qui est ici. Et l'analytique, c'est pareil, hein. Je peux automatiser le fait que je reprenne par exemple le plan activité, la session Intel, je mets 20%, je fais plus, je fais, voilà, je vais pas remontrer, mais donc ça veut dire qu'automatiquement, il va me reprendre 20% du montant de mon compte 601 020, etc. C'est pareil au niveau de la grille de saisie analytique. Comme je vous ai vu tout à l'heure, j'ai appliqué la grille de saisie test où c'est alimenté 50% et 50% sur direction, je sais plus, commercial et marketing. C'est pareil, ça, je l'ai automatisé. C'est-à-dire que si vous dites, non, moi, ça va 20% sur cette section-là, 30% sur celle-ci et le reste sur une autre, vous pouvez l'automatiser. Sachant que cette grille de saisie, vous pouvez, comme je l'ai dit, la rattacher par rapport à un fournisseur, un compte comptable, un mot-clé sur une facture. D'accord, donc c'est le même type, on peut créer des types de saisie analytique en fait. Exactement. Ouais. Alors, une question un peu plus générale, et ça, c'est ton vécu qui va pouvoir le dire. Quel est le taux d'erreur du scan des factures et comment sont traitées les erreurs? Alors, sachez que nous, on estime à 95% la reconnaissance des données. Donc, à 95%, donc on a fait une étude par rapport à ça. On estime que 95% du temps, tous les éléments sont bien reconnus. Après, comme je vous ai montré, si par exemple, alors, est-ce que j'ai un autre exemple? Je vais prendre, je vais prendre une facture classique, par exemple, de Breloque.
Si éventuellement ma date de facture n'est pas est mal reconnue pour X raisons, hein. Par exemple, c'est une date, c'est par exemple une facture qui est éloignée, du coup, la date, il a du mal à la détecter. À tout moment, je peux faire de la saisie manuelle. C'est pas parce qu'il a mal reconnu quelque chose que je ne peux pas modifier, hein. À tout moment, je peux modifier. Si par exemple, je veux, non, tu me reprends la même date, les montants, tu me mets 100, 20 et 120. Vous voyez, à tout moment, même s'il y a une erreur, c'est pas pour autant que je serai bloqué sur le traitement de la facture. D'accord. Alors, autre question. Ne pars pas, il y en a encore pas mal. Alors, tu y as répondu, mais on peut peut-être refaire un petit point. Comment se passe le rapprochement bon de commande facture? C'est ce que tu disais, le rapprochement documentaire. Ouais. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Comme j'ai dit, donc il y a le rapprochement documentaire, donc un PDF rapproché à un PDF. Donc ça peut être le cas si vous avez un ERP par exemple interne ou un autre ERP que Cegid et que vous souhaitez rapprocher directement des factures avec des bons de livraison ou des bons de commande, peu importe, ou directement comme j'ai montré avec un autre ERP. Donc là, je vous ai montré les différentes possibilités, hein, modification du prix, de la quantité, rapprochement à la ligne, etc. Mais après, il faudra étudier avec Grégory, vu que c'est lui l'expert au Cegid, pour voir tout ce qui est possible de faire directement à partir de Cegid. D'accord. Ça, on fera un point à ce niveau-là. Ouais, alors cet outil prend-il en charge l'intégration des factures fournisseurs qui sont habituellement comptabilisées en saisie d'écriture courante, mais ne peut pas en prendre en charge les factures passées via la génération des factures en GESCOM. Donc c'est un peu ce que tu disais. Donc grosso modo, quand on utilise une GESCOM, toutes les factures qui sont générées, hein, parce qu'il y a eu une transformation d'une commande en bon de réception et d'un bon de réception en facture, c'est là où il faudra analyser pour ce rapprochement comme tu parlais. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que si je fais du rapprochement, ce qui est en général le cas, hein, je désactive la saisie comptable vu que c'est l'ERP qui comptabilise l'écriture, puisque vous avez le paramétrage de l'analytique des comptes sur vos articles. Voilà, aujourd'hui, on est plus sur déjà du rapprochement documentaire, on est d'accord. Et c'est vrai que c'est principalement les factures de frais généraux, comme tu as parlé, d'Orange, qu'on va intégrer dans AKO et que juste dans Ifacto, pardon, et justement après on découle l'écriture comptable ou autre. Mais après, oui, il faut voir au niveau de l'interaction avec les factures générées directement dans la GESCOM. Autre question, le rapprochement peut-il se faire avec n'importe quel logiciel? Exemple, Infor. Alors, il faut savoir que Ifacto peut se connecter avec tout type de RP. Dès l'instant où, alors il y a plusieurs possibilités, hein. Si vous avez une base SQL, nous on peut se connecter. Alors il peut y avoir des connecteurs, il peut y avoir des fichiers plats, mais oui, on peut se connecter avec différents RP, Sage, Cegid, BP, Navision. Enfin, il n'y a pas de limite niveau RP. La seule limite, j'ai envie de dire, c'est ce qui est capable de faire votre RP en fait. Si votre RP est capable de générer un fichier avec des bons de commande, un prix unitaire, des quantités, etc., moi je peux l'intégrer dans Ifacto. Ok. Ça sera à l'étude. C'est ça. Peut-on faire des demandes d'avoir? Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire, tu viens d'intégrer la facture avec le circuit de validation et je suppose par rapport à la question, la personne me confirmera, on n'est pas d'accord et je fais une demande d'avoir. Pour moi, généralement, c'est dans la GESCOM. Ouais. Mais là, la question, c'est est-ce qu'on peut faire des demandes d'avoir sur Ifacto? Alors, sachant que déjà, je n'ai pas d'interaction directe avec le fournisseur, déjà dans un premier temps. Donc, je peux éventuellement associer un commentaire en notifiant une personne qui gère, par exemple, la relation avec le fournisseur, en lui spécifiant est-ce que tu peux gérer un avoir pour ce fournisseur-là. Mais après, je ne peux pas demander une génération directement au fournisseur depuis Ifacto. Voilà, pour bien préciser justement, c'est que c'est pas une liaison avec le fournisseur et tout ce qu'on pourrait entreprendre en termes de communication, hein, l'envoi d'un mail pour faire une demande d'avoir, toute cette partie-là, et c'est pour ça qu'on parle bien de dématérialisation de factures, et tu as raison, Rémi, toute cette partie-là est plutôt gérée dans Cegid au niveau des demandes de bons de retour ou des demandes d'avoir. Alors, là aussi, au niveau... est-ce que l'analytique peut être mise par le valideur? Oui,
C'est possible. Alors j'ai paramétré moi le fait que ça soit le ou la comptable qui mette l'analytique, mais ça peut être le valideur qui met l'analytique. Tout à fait. D'accord. Alors, concernant le coût, donc là, il faudra vous rapprocher plus au niveau du coût de votre commercial, hein, au niveau de vos CC ou de chez nous. Ce sera beaucoup plus simple au niveau du coût. Alors, la question qui a été posée, c'est utile à partir du combien de factures, grosso modo? Est-ce que tu as une vision par rapport à ça? Alors, on n'a pas un nombre défini de factures, c'est-à-dire qu'on a des clients qui gèrent du 30 factures par mois, mais qui utilisent iFacto. Mais par contre, qui ont un système de validation très complexe, et donc iFacto a permis du coup de gagner du temps par rapport à ça. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est par rapport au nombre de factures, c'est plus par rapport à votre voilà au suivi de il y a plusieurs critères en jeu. C'est par rapport, oui, effectivement, au nombre de factures, mais aussi par rapport au circuit de validation. C'est surtout au niveau du processus de validation que vous allez gagner du temps. Parce que vous savez qu'un comptable, quand il fait une écriture dans Cegid, voilà, ça va super Tout à vite. fait. Mais voilà, c'est plus au niveau du traitement de la facture, du suivi de la facture. Donc voilà, il y a plusieurs critères. J'ai pas envie de dire, voilà, iFacto est intéressant au bout de 100 factures par mois. Je pense pas que ça soit le seul critère. Alors, autre question, mais tu as y répondu aussi. La facture en PDF est-elle mise en pièce jointe dans la compta? Alors, en fait, on envoie un URL, on n'envoie pas le PDF. En fait, on envoie un URL, c'est-à-dire que en fait, dans CJ2 Compta, vous aurez l'URL qui va en fait pointer directement vers cet écran-là. Tac. Voilà, cet écran-là. Donc, c'est-à-dire que vous aurez l'URL, par exemple, ici, qui est envoyé. Par exemple, quand je vais envoyer l'écriture associée à cette facture-là, je vais envoyer l'URL ici également. C'est-à-dire que depuis CJ de comptabilité, en fait, vous aurez l'URL. Et quand vous allez cliquer sur l'URL, vous serez redirigé directement vers la facture. Donc, vous aurez le visuel du PDF. Vous n'aurez pas le PDF à proprement parler. Vous aurez le visuel du PDF, mais après, vous pourrez l'imprimer et l'enregistrer si vous voulez. Mais l'intérêt d'envoyer l'URL, c'est que vous retrouvez également toute la notion de traçabilité, de pièce jointe et de commentaire. C'est surtout ça qui est important. D'accord. Donc voilà, donc dans la pièce jointe, on n'en voit pas directement, c'est une URL sur laquelle on va pouvoir justement y accéder à tout moment à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une application mobile? Oui, j'en ai parlé rapidement. Il y a bien une application mobile. Alors, il faudra juste, si vous êtes en SaaS, il y aura une application mobile directement, mais si vous êtes en on-premise, il y aura juste un coût pour la mobilité, pour le certificat HTTPS. Donc c'est pour la mobilité. Mais oui, il existe une application mobile, donc que ce soit sur Android ou sur iOS, qui est plus destinée aux valideurs, je précise, c'est-à-dire que c'est plus limité en fonctionnalité, c'est vraiment pour objectif de valider ou de mettre en litige et de rajouter un commentaire, une pièce jointe. Mais voilà, c'est-à-dire que sur mon application, je pourrais pas mettre l'analytique, un compte comptable. Voilà, c'est plus restrictif, c'est vraiment destiné aux valideurs. D'accord. Alors, si la feuille est chiffonnée, la reconnaissance se fait-elle correctement? Après, je dirais, ça dépend comment elle est chiffonnée. Oui, aussi. Alors, en fait, il faut savoir comment fonctionne le CER. Pour vous expliquer un petit peu, quand vous allez intégrer un PDF, nous, derrière, on va générer un fichier CSV ou un fichier texte avec toutes les données de la facture. D'accord? Et donc, quand je vais par exemple apprendre la structure du numéro de facture, lui, l'OCR, va aller chercher dans le fichier texte généré ou le fichier CSV la structure qui correspond. Donc forcément, si c'est un petit peu chiffonné, si c'est un petit peu en biais, etc., forcément dans le fichier texte, ce sera mal retranscrit, du coup la reconnaissance se fera mal. Donc j'ai envie de dire, il y a forcément toujours une petite limite pour la reconnaissance des champs. Alors, ça aussi, c'est vrai que pour les associations, c'est important. Une saisie peut être faite directement en TTC, parce que comme une association est exonérée de TVA, par exemple. Alors oui, tout à fait. Vu que j'ai récupéré votre TVA, je sais que vous gérez, d'ailleurs une TVA exonérée. Je ne sais pas si j'ai un exemple de facture, mais je peux, oui, avoir un hors taxe égale TTC et du coup générer directement une facture avec un compte de charge et sans compte de TVA. Tout à fait. D'accord. Possibilité, je suppose aussi, de gérer différentes devises? Oui, c'est possible. Alors en fait, comment ça fonctionne? Moi, je vais récupérer la devise de votre société. Donc par exemple, si c'est une société euro, par exemple, dès que votre fournisseur a une autre devise que la devise de votre société, donc par exemple dollar, en fait, dans iFacto, je vais récupérer le taux de votre devise. Donc le taux en général du jour, donc je vais récupérer le taux du jour et vous aurez du coup le montant devisé, le total devisé et du coup l'écriture qui sera générée, enfin le montant en euros qui sera généré dans CGD. D'accord.
Autre question, le libellé se met également en automatique. Alors, je suppose qu'on parle du libellé de l'écriture comptable. Alors, est-ce qu'on va me le confirmer? Oui, c'est ça. Voilà, donc est-ce que le libellé de l'écriture comptable se met automatiquement? Alors oui, tout à fait, hein. Comme j'ai montré tout à l'heure, moi en fait j'ai paramétré le fait qu'ils reprennent enfin, le libellé du fournisseur plus le numéro de facture. Alors pour vous montrer que c'est très très simple, en fait dans administration, donc tout ce qui est paramétrage, donc j'ai la notion ici de mes journaux, parce que je vais pouvoir paramétrer un libellé par mes différents journaux d'achat. Donc là moi je retrouve mon journal d'achat, hein, j'en ai qu'un seul. Et si je vais hop, sur mon journal d'achat, vous voyez ici, bah, je renseigne le libellé du compte collectif par défaut, le libellé du compte de charge par défaut, et le libellé du compte de TVA par défaut. Donc moi, par exemple, j'ai spécifié le fait qu'il me reprenne le libellé mon fournisseur, plus le numéro de la pièce. Alors pour vous montrer un petit peu les possibilités de champ, très rapidement. Donc je peux prendre, par exemple, des données de la facture. Je peux prendre, par exemple, la date de facture. Est-ce que c'est un facture, un avoir, le numéro de pièce, la date d'échéance. Et par rapport au fournisseur, je peux reprendre le code journal du fournisseur, le code postal, voilà, plusieurs choses pour l'automatiser le plus possible. Alors, pour expliquer un petit peu, hein, comme dans Cegid, c'est-à-dire que dans Cegid, vous pouvez mettre en place ce que moi j'appelle des scénarios en disant, quand je fais mes factures, je veux que ça récupère le libellé du compte comptable, plus le numéro de la facture, plus telle information, etc. Et là, c'est ce que je vois, c'est exactement le même système où tu vas mettre un scénario de ce qu'on récupère dans le libellé. Exactement. Parfait. Autre question qui viennent d'arriver. Peut-on envoyer un mail au fournisseur? On vient d'y répondre non. Ça sera plus dans votre outil de GESCOM ou de compta où vous allez pouvoir faire vos demandes. Je crois que c'est surtout au niveau des demandes de retour ou d'avoir. Une autre question. Pour une facture de loyer qui est établie sur 2 exercices comptables. Alors, j'ai la réponse, mais je te laisse. Le logiciel peut-il gérer une écriture de CCA? Oui, alors je ne l'ai pas ici sur mon environnement, mais je peux mettre une date de début, une date de fin de prestation. Tout à fait. Et du coup, je vais envoyer l'information à Cegid pour éviter. Alors, sachant que ça, c'est une nouveauté, pour tout vous avouer, c'est une nouveauté qui est arrivée très récemment. C'est-à-dire qu'avant, on ne le faisait pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les comptables étaient obligés de retourner dans l'écriture pour renseigner la date de début, date de fin. Mais maintenant, on peut. Alors là, malheureusement, je ne l'ai pas de paramétré sur mon environnement, mais je peux renseigner la date de début, date de fin pour gérer les CC. Ouais. Alors, par contre, je fais une petite précision. Donc, il ne faudra pas oublier, surtout, c'est que dans Cegid, vous indiquez que ces comptes comptables sont gérés soit en CCA ou en PCA, d'accord, pour que justement ils puissent récupérer ces notions de date comme Rémi vient de vous l'indiquer, pour qu'après le CCA se fasse directement dans Cegid, parce que dans Cegid, vous avez l'outil qui vous permet de gérer les CCA en fonction des dates de situation. Alors, comment se gère le scan des documents? Peut-on scanner en masse? Alors, par défaut, donc un scan égale un PDF et un PDF égale une facture. Par contre, comme vous dites, j'ai vu, voilà, peut-on scanner en masse? Oui, on a ce qu'on appelle des tampons. Donc, c'est les tampons AK27. Donc, c'est un tampon physique, je précise, c'est plus pour les factures que vous recevez du coup sous format papier. C'est-à-dire qu'imaginons que vous avez une facture de 3 pages et une autre facture de 2 pages. En fait, vous posez un tampon sur chaque première page de chaque facture. Comme ça, vous pouvez scanner en lot. Et en fait, l'OCR va détecter le tampon, et dès qu'il va détecter le tampon, donc qui est en l'occurrence AK27, il va savoir que c'est une nouvelle facture, ce qui permet du coup de scanner en masse, mais il faudra juste poser un tampon physique sur chaque première page de chaque facture. D'accord. Alors, question un peu plus technique, en mode on-premise, quelle est la base de données utilisée? Alors, nous, on récupère du coup l'ensemble du référentiel de Cegid, etc. Donc, tout ce qui est plan comptable, etc., tout analytique, etc. Après, vous pouvez y avoir accès avec directement du PHP MyAdmin pour un petit peu coder un petit peu le reste. Mais après, tout est sur votre dossier. Mais c'est du MySQL pour la base de données. D'accord. C'est du MySQL. Ouais. Et dernière question, on revient sur l'application mobile. Donc, dans l'application mobile, permet-elle de prendre une photo et d'envoyer le document? Oui, tout à fait. On a le cas généralement chez des clients, où c'est surtout des commerciaux qui prennent, par exemple, parce qu'on peut aussi faire les notes de frais.
Exactement. Donc ils prennent la photo et ils la mettent, donc ils l'envoient directement au comptable et qui la scanne et qui du coup l'intègre directement sur eFacto ou qui mettent en pièce jointe sur la facture. Mais oui, on peut prendre des photos et l'intégrer sur eFacto. Mais alors, la photo que tu intègres, elle doit être en quel format si tu veux l'intégrer dans eFacto? Là, c'est moi qui pose la question. Ouais. Alors, si je veux intégrer un document que je veux faire le traitement, donc saisie comptable, etc., Oui. c'est obligatoirement du PDF. Par Voilà, contre, d'accord. si c'est une pièce jointe, ça peut être une image, un fichier Excel, peu importe. Super. Ok. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors avant de passer à une question Clearnox, ou si vous avez d'autres questions, que ce soit pour Clearnox ou pour AKO Life, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu? Je pense que j'ai pas oublié une seule question. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va faire un petit décrochage du côté de la Touraine pour une petite question pour Frédéric. Si tu es là, Fred. Ah, présent. On avait une petite question. En cas de décision de blocage d'un compte client, peut-on le spécifier sur Clinox? Et est-ce que ce blocage remonte dans Cegid, GESCOM, pour éviter toute livraison, par exemple? Ok. En fait, moi, je vois deux questions dans cette question. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Parfait. Donc, est-ce qu'on peut, en cas de décision de blocage, le faire apparaître sur un compte client? Oui. Comme on l'a vu tout à l'heure, là, je suis par exemple sur un compte client. Je vais avoir ici la possibilité de le bloquer et de le stopper. D'accord? Donc là, le client est bloqué, il est stoppé à la relance. Tant qu'on n'a pas décidé de relancer le client à nouveau, on ne le redémarre pas. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. Après, peut-on remonter l'information dans Cegid, GESCOM? Alors, comme j'ai dit en préambule, nous n'écrivons pas dans les outils tiers pour des respects de règles comptables ou autres, mais par contre, nous allons pouvoir pousser l'information à nos différents services, aux services techniques, par exemple, pour leur demander évidemment de stopper toute livraison sur ce compte client. Alors, on aura plusieurs manières de pousser cette information, soit sur le compte Guillaume Pasquier, vous voyez ici, on peut mettre au niveau du tableau d'activité que le client il est bloqué, qu'il n'y a pas de livraison à prévoir sur ce compte. Donc là, il faut évidemment que votre service technique, par exemple, ait accès à la solution et qu'il ait un droit en termes de consultation. Mais vous pouvez également carrément envoyer un email à votre service technique, puisqu'ici, toutes les adresses mail que l'on a, on peut les forcer et mettre une adresse interne à l'entreprise, que ce soit au niveau du destinataire principal ou en copie. Vous pouvez également utiliser cet email que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est le cache reporting, que vous pourriez envoyer de manière spécifique au service technique qui préciserait la liste des clients qui sont en litige. Il n'aurait plus qu'à cliquer sur la fiche du client et voir si le client est bloqué ou pas. Et enfin, on a via les rapports la possibilité, comme on le disait tout à l'heure, de voir l'ensemble des clients qui sont en litige, d'exporter un fichier en Excel ou en CSV, de pousser l'information au service technique. Il y avait une petite question vite fait là. Pourquoi le blocage empêche la relance du client? Alors, le blocage n'empêche pas la relance du client, c'est nous qui décidons si on le bloque ou pas à la relance. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est sur le compte Guyot Pasquier, donc je vais redémarrer la relance. Aujourd'hui, donc j'ai le compte client qui est positionné comme étant en litige, d'accord? Mais mon client peut toujours être relancé. C'est moi qui vais décider, si le litige est trop important, de bloquer le compte client et je vais le stopper. D'accord. D'accord? Ouais. Oui, puis ça permet aussi, si on a un client qui veut arrêter d'avoir des délais de relance alors qu'il sait qu'il est bloqué, ça évite de rajouter l'huile sur le feu, je pense. Aussi, par Ça peut être dans exemple. cet aspect-là. Tout à fait. Au même titre que l'on peut donc bloquer le client sur l'ensemble du compte, comme on le disait tout à l'heure, mais qu'on va pouvoir effectuer cette action de blocage de relance également uniquement sur une pièce. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure que je pouvais positionner une pièce comme étant en litige, d'accord? Mais je peux également dire que sur cette pièce-là spécifiquement, je veux que le client ne soit pas relancé et je la bloque. D'accord. Voilà. Et donc, tu vois, enfin, vous voyez, pardon, elle apparaît comme étant en litige. Et ici, vous avez la croix rouge qui vous spécifie que cette pièce ne sera pas relancée lors des prochaines relances. Ok, bah c'est super. Je vais repasser dans le nord sur Valenciennes parce que j'ai oublié une question de Monsieur Duhamel, il va m'en vouloir, concernant eFacto. Tu es là, Rémi? Je suis là. Alors, très bonne question. L'intégration de fichiers CSV ou XLS est-elle possible? Au lieu de valider ces factures individuellement, nous intégrons un relevé sous ces formats avec imputation comptable et analytique différentes. Et cela nécessite de faire le lien avec une base de données. Alors, nous, par défaut, c'est vraiment juste de l'intégration en PDF.
c'est obligatoirement du PDF. Voilà. On ne peut pas intégrer du XLS ou du, je ne sais plus quel est le type de fichier que monsieur a précisé, mais c'est vraiment obligatoirement et exclusivement du PDF. Voilà. Ouais, on n'importe pas un relevé de facture, on importe les modèles, les pièces visuelles qui sont en PDF pour justement faire après tout le process on va dire, d'archivage et de dématérialisation. J'ai terminé pour les questions. Est-ce qu'il y a encore quelques questions, que ce soit sur le produit Clairnox, sur le produit iFacto, ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas, on était bien dans les temps. On a fait 2 heures et puis on était pas mal. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, Monsieur Duhamel qui nous dit, mais le lien avec une base de données pour imputation est-il possible? Alors, je vais répondre vite fait, mais Rémi va me le confirmer. Le problème, c'est que c'est du visuel, donc on aura du mal à aller rechercher le visuel de la facture dans une base de données, à moins que vous stockez dans cette base de données la pièce correspondante. Tu me rejoins, hein, Rémi? J'ai perdu Rémi. Alors, bon, mais je pense que Rémi me le confirmera. Pour tout ce qui est coût, pour tout ce qui est de demande, pourquoi pas, d'une démo personnalisée, je vous demande de vous rapprocher auprès de votre commercial. Et à partir de là, on pourra vous donner tous les éléments, on pourra faire une étude par rapport à votre projet, vous proposer les coûts, que ce soit pour le produit de Clairnox, que ce soit pour le produit d'AquaLife. Et surtout, nous, on reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires sur les 2 produits. Donc, c'est bien ces 2 partenaires avec qui on va travailler et qu'on travaille déjà sur les produits Cegid. Donc, je vous remercie de votre accueil. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça a été enrichissant pour vous. Le lien, donc, on l'aura sous 48 heures. Donc, vous pourrez avoir cette vidéo pour la revisionner. L'atelier est en ce moment, donc c'est pas plus mal. Et si vous avez des questions, vous revenez vers nous, vers vos CC ou vers un consultant CJ sans aucun problème. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout un bon week-end et on va profiter du beau temps. Merci à tous. Voilà, merci bien. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.